Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 16. L'objectif d'Horror News Interview est toujours le même, mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur et du fantastique. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Marc Falvo, auteur et créateur de la maison d'édition indépendante Faute de Frappe. Alors, salut Marc et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Marc. Et oui, Marc, effectivement, c'est une première. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je suis ton premier Marc. Et tu es mon premier Marc. Alors, Marc Falvo, auteur d'abord, éditeur ensuite, voilà. C'est-à-dire D'accord. que je suis depuis 10 ans dans le monde de l'édition, en gros, hein, mon CV en 30 secondes, depuis 10 ans dans le monde de l'édition. Avant ça, j'ai fait autre chose, mais bon, c'est pas forcément le but de l'interview. Et auteur pendant 6 ans, publié chez plusieurs éditeurs, dans plein de genres différents. J'ai publié 25 bouquins en tant qu'auteur, Ok. ailleurs, avant de, il y a 4 ans, me dire, et si je montais ma maison d'édition? Enfin, ça a commencé, alors il y a peut-être une question qui viendra après sur comment j'en suis venu à, mais disons que ça a commencé par vouloir devenir indépendant et puis finalement ouvrir ça aux autres et devenir une vraie, enfin voilà, fonder une vraie maison, quoi, qui maintenant compte une quinzaine d'auteurs, Ouais, quand même. disséminés un peu partout, voilà. On a commencé local, parce que nous on est à Lille, donc on a Ouais. commencé local, Lille, région Hauts-de-France, et là en fait, petit à petit, on est en train d'ouvrir de plus en plus, voilà. Et donc maintenant éditeur à temps plein presque. Je vais te dire, je suis toujours auteur, j'écris toujours un peu, je Mhm. signe toujours mes livres, mais ma vraie activité à l'heure actuelle, c'est quand même plus la maison d'édition, voilà. D'accord, ça marche. Alors, pour apprendre à te connaître un petit peu, quel est ton rapport à l'horreur et au fantastique ? Oh. Je baigne dedans depuis que je suis gamin, en fait. D'accord. Mon père avait un vidéoclub. Oh, ah oui, effectivement. Donc, à partir de l'âge de 6 ans, si tu veux, je suis né en 84, il a ouvert en 90, 1990, hein. Ouais. Donc il a fait partie des premiers à ouvrir un vidéoclub qui faisait aussi jeux vidéo Ah ouais. dans la région, enfin voilà, dans ce qui s'appelait encore le Nord-Pas-de-Calais, hein, à l'époque. Ouais. Euh, donc moi, j'avais 6 ans, j'étais déjà à la fois derrière un comptoir en train de vendre des trucs, ce qui explique peut-être pourquoi je suis devenu éditeur après derrière. Ce côté commercial En là. tout cas, commerçant, voilà, parce que quand tu es Mhm. éditeur, il y a un côté artistique, il y a aussi un côté commercial qui est très important, sinon tu meurs en fait, voilà. Bah, c'est ça. Et puis en même temps, tout de suite, c'est plutôt le rayon film d'horreur qui m'attirait en fait. Donc c'est-à-dire que moi je suis un enfant du film d'horreur, mais du film d'horreur en VHS. J'ai jamais trop été un enfant du film d'horreur au cinéma en fait. C'est pas le, j'en ai vu hein, après, plus tard, Ouais. Mhm. mais c'est pas vraiment ce que je préfère moi au cinéma. Moi, le film d'horreur, c'est plus une expérience plus intime, plus perso, chez moi, soit avec d'autres, mais quand même dans un environnement plus intime, voilà. Donc c'est vrai que l'horreur et le fantastique pour moi, après il y a eu les bouquins évidemment, évidemment la collection Gore du Fleuve Noir, mais ça je crois qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, parce que Tout j'ai à fait. réussi à mettre ça aussi dans la sphère professionnelle. Et puis les bouquins, les séries télé, les BD un peu moins, je t'avoue. C'est un peu moins mon truc, à part les contes de la crypte. Ça, les contes de la Classique. crypte que j'ai commencé à lire avant de le voir à la télé. Mhm. Et puis ça a pas changé en fait. Voilà, j'en suis 33 ans plus tard. L'horreur, ça reste toujours mon truc. Voilà. De plus en plus même, je vais te dire. Ah bah écoute, en tout cas, oui, c'est marrant de voir que pour beaucoup, les vidéoclubs et les VHS, ça fait vraiment partie de la découverte et de l'initiation au genre. Tu vois. Ouais, je crois que ouais, quand t'as entre 35 et 50 piges, t'étais donc soit jeune enfant ou ado au moment de la percée des vidéoclubs et de la VHS. Tu peux pas ne pas avoir été, enfin, si t'es un minimum sensible au genre, le polar, le fantastique, la SF, l'horreur, ou le cul, parce que pour le coup, ça a été aussi la Aussi. démocratisation du porno, enfin de l'érotique d'abord et du porno après. Tu peux pas ne pas avoir connu ça et ne pas y avoir été sensible. Voilà. Sinon, faut avoir vécu dans une grotte, mais il y en a de moins en moins quand même, je pense. On salue nos amis qui vivent dans des grottes, donc C'est ça. Ah oui, non, moi j'ai rien contre les mecs qui vivent dans les grottes, hein, mais vous avez raté les trucs sympas quand même. Voilà. ouais, ouais, quand même, quand même. Mais c'est vrai qu'après, oui, cette période vidéoclub, moi, je l'associe beaucoup justement à toutes ces jaquettes absolument magnifiques, tu sais, les créations d'affiches comme ça qui étaient assez dingues, quoi. Hein.
Eh ouais, et on en causera après si tu veux au moment de d'annoncer un peu les projets parce que pour le coup ayant baigné dans les jaquettes de VHS, notamment de films d'horreur, j'ai été amené à retrouver quelqu'un, voilà, qui en a fait beaucoup, et à bosser avec. Mais voilà, je tease un peu là, mais on en parlera plus tard. Je pense que je sais qui c'est et c'est quelqu'un Voilà. qui est sur ma liste d'invités, me semble-t-il. Oh! Oh bah dis donc. Ah, c'est quelqu'un de très sympa, voilà. Très sympa, donc faut pas hésiter à lui proposer. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Mais effectivement, voilà, faut Mais que on en parlera plus tard. C'est vrai que moi je suis alors par contre ouais, je te préviens, il y en a qui me surnomment, Teaserman, hein, donc voilà. Moi d'accord, j'adore dire des trucs tout en disant que je vais pas t'en parler, tu vois? Moi j'adore ça. Ou alors que je t'en parlerai plus tard, tu vois? ça marche. Alors, on va garder, là pour démarrer, la casquette, d'auteur. Combien d'œuvres est-ce que tu as déjà, publiées en polar et en horrifique? Parce que je sais que tu as fait ces 2 là? Alors, j'ai pas publié que ça d'ailleurs. Ah bah, dis-nous, dis-nous. Alors tu me parles uniquement publication, pas écriture? Non, là, ce sera plutôt, combien, en tant qu'auteur, ont été publiés? Alors, chez des éditeurs tiers, c'est-à-dire hors faute de frappe, Mmh. j'ai publié environ 25 bouquins. 22 je crois, voilà. D'accord. 22 romans. Mmh. On va dire, soit du polar thriller, soit de l'horreur, soit du roman. C'est-à-dire, ouais, ce qu'on appelle voilà, de la blanche ou de la littérature, enfin appelle ça comme tu veux. Ouais, Et sinon, depuis que Faute de frappe existe, j'en ai refait 5-6. Donc en tout, on va dire 35 publications. Allez, entre 30 et 35 publications. d'accord. Sur une cinquantaine d'écritures. Parce que j'ai écrit environ 50 bouquins, mais il y en a qui ne sont jamais sortis. Voilà. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils ne sortiront jamais, Mmh. ça veut dire qu'ils ne sont pas encore sortis. Mister Teaser a encore frappé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant qu'auteur? Parce que je sais que tu as commencé par là. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à l'écriture? Je crois que le monde réel m'a très vite fait chier. Donc finalement, j'étais ado, j'avais 12 ans, 12-13 ans, et j'ai commencé à raconter des histoires. Sauf que j'ai plus commencé, en fait, moi, je viens du cinoche à la base. Ouais, C'est-à-dire que j'ai commencé par des scénarios, de courts et de longs, puis j'ai fait du théâtre, c'est-à-dire j'ai écrit des pièces de théâtre, et c'est seulement après avoir fait, après être resté bien 10 ans, 10 bonnes années là-dedans, que là, j'ai commencé à écrire de la nouvelle et du roman, en fait. Donc, si tu veux, raconter des histoires, je fais ça depuis très très longtemps, mais ça n'a pas toujours eu la forme que ça a à l'heure actuelle, parce que à l'heure actuelle, j'écris plus de scénarios, j'écris plus de théâtre, j'écris plus de chansons, j'écris plus de poèmes. Ah ouais, j'ai tout fait, hein. Mais j'écris que de la nouvelle et du roman. Voilà. Et encore pas beaucoup de nouvelles, c'est un exercice que je trouve ultra compliqué. Beaucoup plus que le roman, en fait. Voilà. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre question, ça, après quand. Mais je trouve que la nouvelle, c'est vraiment l'exercice le plus dur, en tant qu'auteur. OK, ouais, c'est intéressant. Alors tu le disais, tu as étudié du coup dans le domaine du cinéma et du théâtre? Ouais, 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 bah, en fait, à la base, moi, je voulais être réal, OK, pour faire pareil le CV, enfin, scénariste et réalisateur. Et puis, donc, j'ai démarré là-dedans, bon, j'avais la vingtaine, voilà. Je suis allé assez loin. Alors, quand je dis assez loin, tout est relatif, mais disons que je suis arrivé quand même à un moment où j'ai vraiment failli me professionnaliser dans cette branche-là. d'accord. Que ce soit en tant que scénariste, réalisateur et producteur, parce que j'ai aussi produit quelques fictions. Je te dis ça, c'était à l'orée 2005-2010, donc c'était il y a 15 ans, quoi. Voilà. D'accord. Et puis finalement, le côté financier, parce que bah, le cinéma, c'est une autre économie hein, que l'édition, c'est beaucoup, beaucoup plus gros. Même à une petite échelle, c'est quand même beaucoup plus gros. Ça Bien implique sûr. beaucoup plus de choses. En plus, dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui est pas forcément le meilleur endroit pour faire le genre de fiction que moi j'avais envie de faire. De toute façon, la France n'est pas non plus le meilleur pays pour faire le genre de fiction, en tout cas aussi noche que moi j'aurais eu envie de faire, voilà. Et puis après, le fait que voilà, que ça implique beaucoup, beaucoup d'humains, beaucoup trop de choses, qui m'ont fait dire à un moment, écoute, tu vas raconter des histoires, tu vas les raconter d'une autre façon. Voilà. D'accord. Et donc là, j'ai commencé à écrire, même si j'avais déjà écrit quelques textes avant, hein, mais donc c'est en 2008 que je me suis vraiment dit, là, tu vas devenir auteur. Tu vas devenir auteur de fiction et ton écriture va te suffire. Voilà. C'est Mmh. pas, tu vas pas écrire pour être filmé, tu vas écrire pour être lu. OK. Ouais. Oui, effectivement, l'exercice est pas le même, ouais.
Ouais, mais c'était quand même que le début des emmerdes parce que j'ai publié mon premier roman en 2013, donc il s'est passé quand même un peu de temps entre deux, quoi. Il y a eu d'autres circonvolutions, voilà. Bon, je vais pas te raconter ma vie, hein, je suis pas là pour ça, mais ça a été un long parcours. Mais c'est toujours intéressant de enfin, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au parcours. Tu sais, je lis pas mal de biographies, de trucs comme ça parce que c'est en tout cas, je trouve ça toujours intéressant et enrichissant, même à titre, personnel, tu vois? De voir un peu, justement, les choix de vie et puis des fois les voilà, les embranchements, les coïncidences, les hasards, les trucs comme ça. C'est marrant. Ah ouais, là, si tu veux, ouais, tu pourrais faire une émission que là-dessus, hein, tu vois, on est là jusqu'à ce soir, il y a pas de problème. Ça, Ça marche, coïncidence et embranchement et détour, ouais, j'en ai vécu pas mal. ça marche. Donc avec tout ce que tu as vécu justement et toutes tes ces origines un petit peu diverses et variées, c'est quoi tes grandes influences? Tu veux dire dans la vie? Tu veux dire dans l'art, enfin, dans la création? Oui, dans la création, voilà, que ce soit, bah, tu vois, ça peut être, scénariste, réalisateur, auteur. Qu'est-ce qui t'a marqué? Ah bah, qu'est-ce qui m'a marqué? Je crois qu'en premier lieu, si on parle d'écriture, voilà, on va se cantonner à l'écriture. J'ai Mmh. un peu 2, alors disons modèles, parce que je sais pas trop comment les appeler, voilà. Mais c'est pas pour la même raison. Ils m'ont pas aidé de la même manière. Évidemment, dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire, le fantastique et l'horreur, ça va être vachement original. Je vais citer Stephen King, voilà, hein, évidemment. Ça va être super original, mais alors c'est marrant, c'est pas tellement ses bouquins. C'est un truc qu'il a écrit qui s'appelle Écriture, D'accord. qui est donc son seul bouquin où il parle d'écriture, en fait, tout simplement. Alors oui, oui, évidemment, j'ai beaucoup aimé ses romans, pas tous, hein, mais ses romans, ses nouvelles, les films adaptés, évidemment. Je pense d'ailleurs que comme plein de gens, j'ai commencé par voir les films avant de le lire. Mmh. Mais c'est vraiment son manuel qui s'appelle Écriture, qu'on m'a mis dans les mains. Pour le coup, je l'ai pas découvert seul. On me l'a mis dans les mains. Quelqu'un de ma famille D'accord. qui se piquait aussi l'écriture m'a mis dans les mains ça en disant, t'as qu'à le lire, ça va t'apprendre des trucs. Et en vrai, ça a vraiment été une base concrète pour vraiment commencer à écrire de façon sérieuse. Voilà. Et puis l'autre influence, c'est un mec qui s'appelle Philippe Dian, voilà, auteur français, Mmh. qui a commencé plus ou moins un peu, enfin, début des années 80 aussi, enfin, ça fait 40 ans qu'il est là. Mais là, on est plutôt dans ce qu'on appelle de la littérature avec un grand L, tu vois, vraiment du roman. Et là, c'est plus une sorte de philosophie de vie, de manière ouais, de manière de voir la vie qui m'a montré un peu la voie et qui m'a montré aussi qu'on pouvait écrire un peu ce qu'on voulait et en vivre et tracer sa route à ce niveau-là. C'était un peu mes deux influences. Alors après, après il y en aurait des dizaines d'autres, ouais. Mais que ce soit dans le cinoche, je sais que Romero et La Nuit des Morts Vivants, ça a été un choc tellement énorme que je crois que j'en suis encore à le digérer. Ouais. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour continuer à teaser parce que ce fameux truc dont on parlera plus tard, il est impliqué même de façon indirecte, voilà. D'accord. Et puis plein d'autres, quoi. Voilà. Et puis après la télé, la quatrième dimension aussi. C'est Voilà, la quatrième je suis en dimension. Bah, je pense même qu'on en a parlé quand on s'est rencontrés il y a déjà quelques temps. ouais. La quatrième dimension, c'est voilà, c'est en termes de série télé, c'est peut-être le truc qui m'a vraiment influencé. En termes d'écriture, en termes d'atmosphère, en termes de format, en termes de voilà, c'est s'il fallait en garder qu'une seule, ce serait celle-là. C'est assez impressionnant, la quatrième dimension, je quand je demande à beaucoup, beaucoup de gens, quels que soient, tu vois, auteurs, cinéastes, acteurs et tout, il y a quasiment tout le monde me cite ça. C'est vraiment une œuvre, séminale, je trouve pour, beaucoup de monde. Alors moi, je l'avais jamais vu. Tu vois, j'ai emprunté les coffrets DVD, justement à la médiathèque, de mon village et donc là, je suis en train de découvrir et Si la médiathèque les possède en DVD, c'est qu'ils ont du goût. c'est bah, écoute, oui, parce qu'ils ont les 5 saisons en plus, donc a priori, c'est pas mal. Mais, en tout cas, ouais, c'est, impressionnant et moi je suis assez choqué, positivement évidemment. Je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu vieillot, d'un peu, carton-pâte, d'un peu, au niveau du rythme et tout ça et en fait, je suis scotché de voir la qualité d'écriture et le fait ce qu'ils arrivent à développer comme concept avec rien en fait. Tu as 2 acteurs, tu as un décor. Enfin je veux dire, Mmh. c'est taré, c'est taré. Ce qu'ils arrivent à te faire croire et à développer, c'est moi ça me fait halluciner quoi. C'est quelque part, t'as raison, c'est l'économie du carton-pâte, ou en tout cas, c'est l'économie du tout petit budget de la télé des années 50, Ouais, mais mis au service, d'idées, en fait. ouais, c'est ça. C'est les idées qui sont ouf. C'est pas les effets spéciaux, c'est pas les décors, c'est pas les il y a des très bons acteurs et des très bons scénars. Et sauf qu'avec ça, c'est bon, t'as ce qu'il faut, voilà.
Ça me choque d'autant plus par rapport à ce qu'on produit maintenant, qui coûte une blinde, que ce soit de films ou séries, hein. Alors il y a des très bonnes choses, hein, évidemment, mais quand tu vois des fois des films, quand tu vois les enveloppes, de prod pour ce qui en ressort, tu te dis: «Mais, putain, enfin c'est ridicule». Ça fait peur, hein. Bah, à l'échelle de l'époque, tu avais la même chose aussi, hein. Dans les années 50, tu avais des super productions qui coûtaient un bras, et qui étaient creuses. Enfin, tu vois, t'avais ça aussi. Mais c'est vrai que ce qu'il y a, je pense que les 2 trucs vraiment principaux de la quatrième dimension qui m'ont marqué, c'était déjà, voilà, je te dis, l'écriture, l'atmosphère, mais aussi le fait que ça tient quand même beaucoup à une personne. Mmh. C'est vraiment, c'est-à-dire que tout tient sur Rod Serling. C'est-à-dire que Rod Serling, créateur de la série, scénariste de la majorité des épisodes, présentateur de quasiment chaque épisode, tu te dis, par contrat, il devait en écrire les 3/4. Et donc ça veut dire que quasiment toute la série sort de sa tête. Et Mmh. de plein de choses, parce que quand on écrit, c'est vrai qu'on est influencé par plein de choses, mais quand même, ça aussi, c'est rare. C'est que souvent, la série télé, c'est un vrai boulot d'équipe où t'as plusieurs têtes pensantes. Là, Bien sûr. t'avais surtout une seule tête pensante, et je pense que ça se voit aussi. Ça se voit que c'est presque l'œuvre d'une seule personne, même si ça a fait travailler plein de monde. Et je comprends effectivement que ça ait impacté et amené justement beaucoup de créateurs comme ça, Je pense que c'est une référence qui se perd un peu, je trouve. C'est-à-dire que c'est quand même vieux, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'en parlais, moi j'ai, notamment alors moi je suis coach sportif, mon activité professionnelle, Ouais. c'est ça. Mais ça peut arriver, tu sais. Ah non, mais ça arrive à tout le monde, ça arrive à même à des gens bien et du coup, non, j'ai dans mes clients, j'ai une professeure de français avec qui je discute pas mal justement de tout ça et en discutant avec elle, bah, du coup, elle m'a demandé de lui faire une sélection d'épisodes et elle va montrer, 1 ou 2 épisodes à ses élèves, donc c'est au collège pour le coup. Ah, il y en a certains, ça marcherait. En plus, c'est un format court. Voilà, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont, tu vois. C'est ce que je lui disais, c'est ce que je lui disais, tu vois? Et j'étais il y a des concepts forts, en plus c'est voilà, c'est rapide donc ça tu pas besoin non plus d'avoir une attention extraordinaire pendant, 15 ans, quoi. Donc ça et puis, je lui ai aussi parlé de on en reparlera un peu plus tard, mais de ton roman Styx que j'ai découvert Que là tu as lu, chez donc. tout à fait, chez Quai des Cauchemars et voilà effectivement, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'en ai parlé justement, avec elle et donc ça l'intéresse, je lui ai envoyé la référence donc peut-être qu'elle va, le proposer à ses élèves, en l'occurrence. Bah, écoute, tu penses que ça peut, les intéresser. Bah, écoute, ouais, c'est ça reste, tu vois, dans tout ce qui est, découverte un peu du fantastique et tout ça, je trouvais ça, que c'était une introduction sympa. Mais même Styx, voilà, bon, je pense qu'on en causera plus tard, mais même ça vient, je pense que quelque part, ça vient de la quatrième dimension. Oui, mais alors comme en fait, quand tu vois plein de concepts, tu vois, là, j'ai interviewé, Stéphane Castan, le Mmh. réalisateur de Vincent doit mourir et c'est pareil, tu vois, quand tu vois le concept du film, c'est ce que je lui disais. Je dis: «Ça, c'est complètement un concept que tu pourrais, concept simple mais tenu, en fait et c'est, complètement quelque chose qu'on pourrait avoir dans la quatrième dimension», tu vois? Mmh. Sauf que là, ce serait fait avec, un décor et 2 mecs, c'est tout, quoi, voilà. Mais Ouais, voilà, tu voilà. aurais la même chose, tu vois? Mais au niveau de l'écriture et tout ça, ouais, j'ai retrouvé un peu ça, ouais. C'est vrai que quand tu commences à regarder un peu autour de toi, tu t'aperçois qu'en fait, ouais, il y a pas mal de gens qui sont issus de ça, en fait, qui sont très très impactés par la quatrième dimension, ouais. Après la série, c'est pas la série parfaite. C'est-à-dire qu'il y a 5 saisons. Pendant la quatrième saison, ils ont tenté un autre format, je te préviens, c'est des épisodes qui durent 1 heure Ouh là! et ça marche pas. Enfin, ça marche moins bien, en fait. Ouais, ouais. Parce que ce qui marchait et donc c'est pour ça que dans la cinquième, ils sont revenus au format de 20 minutes. Mmh. Mais tu peux pas tenir la distance avec autant d'épisodes, autant de trucs, il y en a forcément des moins bien, tu vois? C'est pas parfait. Mais c'est vraiment il y a un élan, si tu veux. Cet élan-là, il est assez formidable, quoi. Même si formidable, c'est un mot que j'emploie jamais parce que je le trouve, ridicule, mais c'est quand même assez formidable, quoi, comme élan, tu vois? Oui, puis t'as des encore une fois, t'as des concepts, enfin moi, il y en a qui m'ont, percuté, quoi, que j'ai pris, en fait, de plein fouet. Dans les premiers épisodes, t'as un bonimenteur, qui baratine, la mort pour pas qu'elle aille chercher une gamine, en fait. Ouais, Et du coup, c'est ça. il la subjugue, en fait, par son baratin et du coup, ah bah, après l'heure est passée, la mort a raté son rendez-vous, machin, nin nin. Enfin, c'est extraordinaire, tu vois? Ah, le concept, il est tout con, il y a encore C'est tout encore une fois, simple, mais c'est 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 génial, ouais. 2 acteurs. C'est Mmh deux mh. acteurs, mais c'est ouais, c'est top, c'est top. Alors, après tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus créatif? Comment est-ce que, ça s'articule, chez toi, l'écriture? Tu parles de l'écriture, spontanée ou de la commande? Parce que j'ai aussi beaucoup écrit sur commande. Alors, moi, je te parlerais plutôt spontané. Je fais partie de ces auteurs qui
ont d'abord écrit pour le plaisir et puis après, entrant dans un processus de professionnalisation, on m'a commandé des bouquins, donc c'était pas la même chose, tu vois? Et je pense que ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas la même chose. Voilà. Bah, moi, basiquement, c'était plutôt sur, tes créations à toi, effectivement spontanées et ouais. Et ben en fait, c'est tellement spontané que je suis même pas capable de te répondre. Si, alors ce que je peux te dire, c'est ce que je dis toujours, de toute façon, c'est un peu l'essence de ce que je dis toujours. C'est spontané à un point où tu te balades dans la forêt, tu vois sur le bord du chemin un truc qui dépasse du sol, t'y vas et tu commences à tirer dessus, ça vient pas, et puis tu commences à creuser autour pour essayer de le sortir, de le dégager Mmh. suffisamment pour pouvoir le sortir et le tirer du sol. Et ben c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que je fais pas de plan, je sais pas où je vais quand j'y vais. J'ai juste une situation de départ. En fait, la plupart du temps, j'ai une situation de départ. Très simple, qui implique souvent peu de personnages. Mmh. Une situation, une idée, un truc, un rythme, un point de vue, on va dire. Et puis je tire dessus, et puis si ça vient tout seul, ça vient tout seul, et si ça vient pas tout seul, je commence à creuser autour pour essayer de déterrer le l'os, tu vois. Mmh. Et c'est un peu de l'archéologie, si tu veux. C'est un peu des trucs qui peut-être qui étaient déjà là, et puis que je sors de ma tête. Ou alors que je sors d'ailleurs, parce que des fois je sais bien qu'en fait je suis influencé par. Je vois un film, je lis un bouquin, et il y a une idée qui me frappe. En fait, il y a une idée dans ce film et dans ce bouquin qui frappe une autre de mes idées que j'avais dans la tête, et les deux se télescopent, et d'un coup, il se passe quelque chose. Voilà. Et souvent, c'est comme ça, en fait. Et donc, je suis pas capable de dire si ça va être un long bouquin, ça va être un court bouquin, et puis où ça va aller, parce que finalement, parfois, il y a des trucs que j'ai commencé croyant aller quelque part, évidemment. Souvent, c'est là où je suis pas du tout arrivé, là où j'avais prévu d'arriver. Et donc, c'est pour ça que l'autre truc que je dis toujours, c'est que je vais vite. Voilà. Je suis un éjaculateur précoce en écriture. Voilà. D'accord. Parce que j'essaie d'aller le plus vite possible pour essayer de pas perdre la note. Tu vois? Tu Ouais. joues une note et la note, au bout d'un moment, ça baisse et ça s'éteint, ça se perd. Et quand tu l'as perdu, tu l'as perdu. Et moi, c'est pour ça que, une fois que j'ai décidé d'écrire un bouquin, j'écris tous les jours et je fais pas de pause jusqu'à arriver au bout, au moins d'un premier jet. Parce que là, si, là, on parle que du premier jet. On parle que du premier, le premier élan créatif où tu vas jusqu'au bout et puis tu Mmh. mets le mot fin, mais en fait, c'est pas la fin parce qu'après tu vas le reprendre, le relire, le corriger, tout ça comme ça. Mais si on parle du premier jet, moi, c'est vraiment une fois que j'ai démarré, j'essaie de courir le plus vite possible pour finir vite. Parce qu'en plus, après, je m'ennuie, donc voilà. C'est aussi pour ça que j'écris pas des bouquins trop longs. J'écris des bouquins plutôt courts parce que j'essaie de garder une note, garder une énergie, un élan, et après, bon, tu mets le mot fin, puis c'est fini. Donc ça, c'est la première étape. OK et donc effectivement, ouais, quand tu as des commandes, j'imagine que le process est pas du tout le même là, tu Alors, bah, ça dépend de la commande, tu vois. Il y a des fois quand on passe enfin, quand on me passait, parce que ça fait un moment que c'est pas arrivé, il fallait fournir un synopsis complet. d'accord. Et là, c'est pas du tout pareil. C'est qu'en gros, t'as une boîte, t'as un organisme, t'as une autre maison d'édition, voilà, qui te commande un roman, mais qui te dit, moi, par contre, je veux savoir où tu vas, je veux le Mmh. plan, je veux la carte de ton voyage. Là, il faut, voilà, tu vas, là, parfois même chapitre par chapitre, tu vois. Il va D'accord. se passer ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ça va jusque-là, et à la fin, il se passe ça, pour être sûr d'obtenir ce qu'ils veulent. Et bon, bah là, pour le coup, je le fais, je me soumets. J'aime pas du tout, mais j'en suis capable. Je suis aussi capable d'écrire une histoire de A jusqu'à Z et de la résumer en 3 pages, et après de l'écrire. Sauf que là, clairement, je me fais chier. Là, Ouais. voilà, si j'avais pas été payé, je l'aurais pas fait. Là, c'est vraiment, hein, mais bon, en même temps, c'est tout. Enfin, il y a plein de boulots, si t'es pas payé, tu les fais pas, tu vois. Donc, Oui, c'est clair, c'est clair. et comme j'étais vraiment, enfin là, je te parle vraiment d'une époque où je voulais en vivre, je voulais me devenir auteur de métier. Et ben, les auteurs de métier, ils écrivent pas toujours ce qu'ils veulent, et ils écrivent pas toujours les trucs qu'ils préfèrent. Mais on s'en fout parce que après, tu fais un métier. Là, c'est différent, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, puis ça dépend effectivement des deals que tu as avec ta maison d'édition et Mmh. cetera, Ça veut pas dire que tu prends pas de plaisir non plus. Tu peux y prendre du plaisir, mais c'est pas le même. Voilà. ouais, j'imagine. C'est pas le plaisir de la découverte, si tu veux. C'est plus le plaisir de concevoir quelque chose. Tu conçois une histoire, là, tu peux peut-être prendre un peu plus le temps pour voir les différents rouages, comment tu imbriques les pièces. Ça peut être bien aussi. Mais t'as pas le plaisir de la découverte, de la balade où tu sais pas ce que tu vas découvrir, tu vois. Tu l'as pas, ça.
Oui, parce qu'effectivement, vu que tu as déjà préparé le squelette, d'avance, Voilà. tu es un peu plus, bridé, on va dire. Donc si tu te balades, dans les rues au petit bonheur, c'est une chose. Si tu suis, Google Maps, bah, c'est pas pareil, tu vois? Ouais, c'est clair. Bah, voilà, c'est pour prendre un parallèle, qui n'est pas littéraire. Alors la question d'après, c'était, de savoir où est-ce que tu puisais ton inspiration. Tu nous en as un petit peu, parlé là, du coup, avec, par exemple, le fait de voir un film avec, une idée du film ou du livre, qui et puis qui va se télescoper avec une de tes idées. Donc ouais, au niveau de tes inspirations, voilà, toi, c'est tu les trouves pas mal dans les œuvres que tu lis, que tu regardes? En partie. En gros, alors là, c'est pareil, hein, la réponse, je pense que chaque fois que tu as dû poser la question à un auteur, il a dû te répondre la même chose, mais c'est tout, monsieur. C'est tout qui m'inspire, monsieur. Voilà. C'est, une conversation que j'ai avec quelqu'un, c'est une nouvelle, que je lis dans un journal ou un truc, qui se passe dans le monde, c'est un film que je vois, c'est, un truc que je vois dans la rue, c'est tout, en fait. En fait, à partir du moment où j'ai démarré une histoire, je me nourris de tout, beh, pour la nourrir, en fait, voilà. Tout est susceptible. C'est-à-dire que souvent, j'ai pas d'idée avant, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas des idées qui me viennent et puis je les note et puis, ah ouais, super. Non, il me faut un point de départ, sauf qu'une fois que je suis parti sur quelque chose, à partir de là, tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais voir, tout ce qu'on va me dire, tout ce que je vais croiser peut devenir source potentielle d'inspiration, tu vois? Par exemple, si là j'étais en écriture, le fait que tu m'aies invité dans ton podcast, qu'on soit en train de faire ça, ça pourrait me nourrir, en fait. D'accord, ouais. Un truc que tu vas me dire ou, le tableau qu'il y a derrière là, tu vois? C'est accroché au mur, ça pourrait m'inspirer, en fait, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, là, je te rassure, j'écris pas en ce moment, hein, donc Ça marche. Donc je ne terminerai pas, assassiné dans une, dans un roman, ça marche. Est-ce que justement tu peux alors ça j'avais trouvé ça assez sympa, j'ai écouté un petit peu les interviews que tu avais fait auparavant et puis, il y en avait une où tu parlais de ton premier livre, refusé en maison d'édition, et qui a été pourtant ton plus gros succès. Oui, tout à fait. Et ben, c'était en 2008. Ouais, en fait, 2008, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Série B, qui D'accord. est à la croisée du polar et du fantastique. C'est-à-dire que c'est une enquête, l'enquête d'un détective privé plutôt rétro, plutôt asocial, qui est pas, voilà, qui a pas de téléphone portable, qui est pas connecté, même si à l'époque le mot connecté n'existait pas comme il existe aujourd'hui, mais voilà, vraiment une sorte d'asocial, pas fondamentalement sympathique non plus, tu vois. Enfin, un mec normal, quoi, en fait, voilà. Ouais, Pas du tout un héros. Détective privé à qui on confie une enquête et ça l'envoie dans une autre dimension, enfin au sens strict, voilà, c'est ce qu'après on bascule aussi dans du fantastique. Et en fait, ça allait devenir le premier chapitre d'une saga que je suis encore en train d'écrire, parce que je l'ai pas encore fini, qui sont donc les aventures d'un personnage qui s'appelle Stan Kurtz. Et en fait, Stan Kurtz, s'il fallait retenir une chose dans mon œuvre, même si j'ai, voilà, est-ce que j'ai une œuvre? Allez, on va dire que oui. En tant qu'auteur, c'est vraiment, c'est l'énorme commode au milieu du salon, quoi. Kurtz, c'est le gros, gros truc, tu vois. Il y en a d'autres qui gravitent autour, mais maintenant, Kurtz, c'est 15 romans, ah oui, effectivement. des scénarios qui n'ont pas été tournés, des podcasts audio aussi. J'ai fait un épisode audio de Kurtz, voilà, lu par moi-même, voilà, de ma voix suave. Et c'est vraiment, voilà, c'est un modèle qui m'accompagne. Enfin, c'est un pote en fait, c'est un pote qui m'accompagne. C'est-à-dire que là, j'ai encore un manuscrit de Kurtz inédit dans mes tiroirs qui n'est pas sorti, qui sortira peut-être plus tard, voilà. Et c'est vraiment oui, c'est mon plus gros succès. Alors non pas avec un seul bouquin, mais avec vraiment un personnage qui est devenu une série, qui est en fait la série, voilà, qui a gagné le plus de lecteurs au fil des années et enfin, dont j'ai donc écrit le premier volume il y a 15 ans, voilà. Donc en 2008. Et donc ce bouquin-là, donc juste le premier bouquin de cette série-là qui s'appelait Série B, même si maintenant la série s'appelle Série B, donc comme ça c'est devenu, voilà, le premier volume est devenu le nom de générique de la série complète. Et ben je l'ai balancé un peu partout et personne n'en a voulu. Voilà. OK. Parce que trop ceci, pas assez cela, trop polar pour du fantastique, trop fantastique pour du polar, un personnage qui était pas dans les normes, est-ce qu'il peut pas être flic plutôt, est-ce que ça peut pas se passer à Lille, enfin voilà, tu vois? Plein de trucs qui font que, personne en a voulu et puis Ouais, personne en a voulu une fois, j'en ai écrit un deuxième dont personne n'a voulu non plus et finalement le premier qui en a voulu, c'était un éditeur qui s'appelle Fleur Sauvage
qui s'appelait Fleur Sauvage, puisque malheureusement il n'existe plus, et qui m'a publié donc Série B en 2015. Ouais, donc quelques années après. C'est ça, c'est qu'en fait si tu veux, j'en ai écrit 2. J'ai écrit Série B et le deuxième tome qui s'appelle Trivial Poursuite. Et puis j'ai mis ça dans un tiroir parce que bon, voilà, si personne en veut, tant pis, hein, je m'acharne pas, voilà. Et en 2015, je l'ai envoyé donc au nouvel éditeur chez qui j'étais, mais pour un autre bouquin, qu'il a lu et qui m'a dit, mais c'est génial, je le veux, est-ce que tu veux pas m'en faire 6? Et en fait, c'est lui. Alors, s'il faut trouver un fautif pour le fait d'avoir relancé la série, bah, c'est de sa faute, en fait. Voilà. D'accord. C'est lui qui m'a dit, moi, je veux le premier, je veux aussi le deuxième, mais en fait, moi, j'en veux 6. Donc, bah, il faut que tu m'en écrives 4 autres. Voilà. Dans les 6 mois, en fait. Ah ah oui, d'accord, putain. Parce que moi, je veux OK. sortir, moi, je veux sortir les 6 à la suite. D'accord. Parce qu'il y a un vrai potentiel là, parce que ce personnage, il est génial, parce que c'est un mélange qui est à la fois, certes, qui est un peu non conventionnel, mais qui peut trouver son public. En même temps, il avait raison, vu que il a trouvé son public. Voilà. Et c'est aussi la première fois que j'ai été vraiment payé pour écrire et non pas pour vendre des livres, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que tu peux être rémunéré pour les bouquins que tu vends ou qui se vendent, mais là, j'ai été payé pour un bouquin qui n'était pas encore écrit. Et c'était la première fois. Voilà. Donc ça m'a un peu mis la pression, vu que je devais en écrire 4 en 4 mois. Ah oui, ça fait un sacré enfin moi je me rends pas compte, ça me paraît énorme, hein. Ça me paraît Oui, énorme. mais c'était facile parce qu'à l'époque, j'étais pas marié, j'avais pas de gosse, enfin voilà, enfin, j'avais que ça à foutre, tu vois, en vrai. Tu vivais pour ça? C'est ça. Ah oui, non, mais clairement, allez, bon, on va dire à l'horizon 2013, depuis que, en fait, j'ai sorti mon premier bouquin en 2013. À l'horizon 2013-2016, je n'ai vécu que pour ça. Tout mon temps, mon énergie, c'était vraiment mis uniquement dans la carrière, l'écriture, les bouquins, les dédicaces, les salons, les machins. Et c'est là où j'ai écrit, j'ai écrit 10 bouquins, 12 bouquins en 3 ans, quoi, tu vois. Donc c'est parce que j'ai fait que ça. Puis après, je me suis fatigué, je me suis lassé, puis j'ai vécu d'autres trucs. Ça, c'est encore autre chose. Et bah donc voilà, tout ça pour dire, en effet, ce premier manuscrit dont personne n'a voulu est devenu peut-être ce qui constitue l'une des pierres angulaires, en tout cas l'un des gros blocs de ma bibliographie, voilà, et qui va continuer, qui a trouvé une forme d'aboutissement parce que le feuilleton série B, donc feuilleton en 9 tomes, 10 tomes, et, je l'ai sorti l'année dernière chez Faute de Frappe. Donc là, tu Mmh. peux avoir, alors c'est un super objet en 2 gros tomes voilà, où tu as en gros une seule et même aventure qui fait 1400 pages de Kurtz, OK. mais c'est pas la fin. C'est-à-dire que là, je mets le point final à cette histoire-là. Mais je te dis, moi, j'en ai déjà un dans les tiroirs qui est en fait la suite. Sauf que ça sortira quand, j'en sais rien. Donc c'est la fin d'un arc, on va dire, mais c'est Voilà, pas et la ben voilà, fin, si on des parle de aventures du série télé, personnage. c'est la fin, c'est ça. C'est la fin de la saison 1, si tu veux, quoi. OK, Mais j'ai encore d'autres trucs à dire avec lui. ça marche. Plutôt, il a d'autres trucs à me faire dire, parce que je sais pas finalement qui est le pantin de l'autre. C'est, Ah ça c'est toujours la les grandes questions, effectivement. eh ouais. Alors après on passe à ta casquette, d'éditeur. D'où t'es venue en fait cette envie de monter ta maison d'édition? En fait, si tu veux, j'ai eu 6 éditeurs en tant qu'auteur. OK. Alors, j'ai vécu des bonnes choses et des moins bonnes choses avec eux. Dans tous les cas, je les remercie parce que sans eux, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais simplement, à l'horizon 2018, après donc 5 ans d'édition, 6 éditeurs, plein de bouquins sortis, j'étais un peu dans une impasse parce que je voulais en vivre et j'en vivais pas ou mal. Voilà, j'en vivais mal. Je commençais à être fatigué, à être lassé d'un certain truc, voilà. Mais je voulais pas arrêter. Et donc je me suis dit, soit j'arrête quand même, et puis on verra ce qui se passe, soit je m'auto-édite. Parce que c'était aussi 2018-2019, vraiment l'auto-édition commençait à s'installer, moins qu'à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment installé, c'est vraiment reconnu. À l'époque, c'était un peu moins bien reconnu, mais c'était quand même beaucoup plus installé que quand moi j'ai démarré en 2013, par exemple. Je trouve que sur les 10 dernières années, en fait, il y a eu un bond pour ça, tu vois. Ouais. Et sauf que bah, j'ai dit à ma femme, en fait, je me suis marié aussi cette année-là. Et donc on est parti en lune de miel et quand on est rentré de la lune de miel, je lui ai dit écoute, soit j'arrête tout, soit je m'auto-édite. Et c'est elle qui m'a dit mais est-ce que tu monterais pas une maison d'édition? Mmh. Pas que pour moi en fait. Et puis finalement c'était logique, c'est que m'auto-éditer, c'est-à-dire être le seul auteur et m'occuper que de mes bouquins, ça aurait pas tenu forcément plus. Parce que bah, j'ai voulu fonder une maison, c'est-à-dire vraiment quelque chose, un espace
ou un groupe d'auteurs, voilà, qui bougent, hein, parce qu'une maison d'édition, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, c'est pas toujours les mêmes. Mais fonder une maison d'édition. Et puis, bah, il s'avère qu'à ce moment-là, j'avais quelques potes auteurs qui étaient un peu dans les mêmes galères que moi. Et puis, bah, je leur ai dit, bah, t'as qu'à venir. Et puis, Mmh. donc, on était un, deux, trois, quatre. Et puis après, il y en a d'autres qui se sont greffés, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés, voilà. Et donc, bah, 4 ans plus tard, parce que pour le coup, j'ai vraiment fondé Faute de Frappe en 2019. Et là, on est donc en 2023. Donc, ça fait 3 ans et demi, parce que j'ai fondé en mars 2019. Mmh. Bah, 3 ans et demi plus tard, on est une quinzaine d'auteurs. Moitié de la région, moitié un peu éparpillée, en France et ailleurs, parce qu'on a des Belges aussi. Exact. On salue Fred. C'est ça, et à partir de l'année prochaine, on va avoir aussi des Anglo-Saxons, parce qu'on se lance dans la trad, en fait. Cool. Donc tu vois, petit à petit, je te tease, mais on approche quand même du truc, tu vois? Voilà, petit à petit. Voilà. Ça marche. Et donc, bah, pourquoi je l'ai fait? Pour être indépendant, tout simplement, quoi. C'est-à-dire Mmh. pour ne plus avoir l'impression de mettre du temps et de l'énergie dans quelque chose que je maîtrisais pas. Pour essayer de le maîtriser plus. Ça veut pas dire que je maîtrise tout à l'heure actuelle, hein, loin de là, mais ça veut dire que, au moins j'ai une vue d'ensemble des choses et je sais que j'ai le pouvoir d'aller là où j'ai envie d'aller et à peu près de la manière dont j'ai envie d'y aller. Oui, ça te donne un peu plus les coups des franches C'est ça. et les possibilités, sont forcément, beaucoup plus grandes. C'est pour ça que le sous-titre, enfin, ce que je mets toujours, ce qu'il y a sous le logo de Faute de Frappe, c'est marqué, éditeur indépendant. Alors certes, ça fait un peu pompeux, puis c'est un peu banal de mettre éditeur indépendant, parce que pour le coup, si t'es pas chez Hachette ou chez Gallimard, t'es forcément indépendant. Mais en fait, j'ai pas marqué maison d'édition indépendante. J'ai marqué éditeur indépendant. Parce que l'éditeur indépendant, c'est moi, en fait. C'est pas Faute de Frappe, Oui. tu vois. Et c'est le fait d'être indépendant qui me définit peut-être le plus. Au-delà du genre de bouquin qu'on publie, au-delà de plein de trucs, c'est le fait d'être indépendant qui définit vraiment la manière dont je vois les choses, quoi. Il faut commencer à parler un peu sérieusement et arrêter de faire des vannes. Voilà, c'est un peu ça. En quoi consiste un petit peu ce travail d'éditeur maintenant que tu commences à avoir quelques années, derrière toi? Est-ce que tu t'es aperçu effectivement que tu avais du coup différentes casquettes à chausser, j'imagine, Tu veux que je te le résume en une phrase? Allez, dis-moi. L'éditeur, c'est celui qui permet à l'auteur d'être lu par le public. Et c'est-à-dire que quand un auteur s'auto-édite, il fait le boulot d'un éditeur. C'est-à-dire qu'il prend son manuscrit, il crée l'objet livre, il fait en sorte que le public en ait connaissance et il leur vend. C'est ça mon boulot. C'est je prends un texte, je crée l'objet livre, c'est-à-dire qu'il y a la partie la création de l'objet, mise en page, relecture, correction, couverture, tout ça. Et puis après, il y a le mettre à disposition du public, en faire la promotion, faire en sorte qu'il soit vendu, en fait, voilà, tout simplement. D'accord. Et puis m'acheter une résidence secondaire à l'orée des 2 ans à venir, voilà, parce que c'est ça, parce que je me fais de l'argent sur le dos des auteurs, faut être honnête. Bah, tout le monde le sait, je veux dire, à un Voilà, moment tout le monde donné, le sait. On roule sur l'or. Mais c'est vraiment ça le truc, c'est que l'éditeur, c'est le maillon entre deux, quoi. C'est le maillon entre un auteur et son texte, et un lecteur et l'envie de lire un bouquin, quoi. ouais, Et j'inclus pas le libraire dedans. Alors non pas qu'il soit pas inclus, évidemment il existe le libraire. Mais comme on est aussi dans une économie où je vends beaucoup de bouquins en direct au public, je mets le libraire pas dans la même chaîne que moi, mais plutôt dans une autre chaîne, si tu veux. Vu qu'il y a quand même ouais. plusieurs chaînes, c'est-à-dire que ce soit pour les bouquins papier, pour les e-books, pour les salons en direct, tu vois, c'est pas, finalement, il y a plein de canaux différents qui font que la chaîne fait pas la même longueur à chaque fois, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, en tant qu'éditeur, tu as déjà publié, combien d'œuvres? Faute de frappe a 34 titres à son catalogue, à l'heure actuelle. OK. Et il y en a une douzaine prévues l'année prochaine. OK, cool. Donc, on va s'approcher de la cinquantaine en fin d'année prochaine, si tout va bien. D'accord. Et nos trois piliers, c'est polar thriller d'un côté, Mmh. fantastique horreur de l'autre, et de la jeunesse. Même si en fait la jeunesse, c'est du fantastique, c'est de l'aventure, enfin voilà. Mais disons que là, on a vraiment l'idée, c'est polar thriller pour adultes, fantastique horreur pour adultes, et aussi jeunesse. Alors quand je parle de jeunesse, c'est du 9-14. C'est-à-dire que bah voilà, la collection par laquelle tu nous as découvert, Quai des cauchemars, c'est plutôt 9-12 ans. Et puis on a des séries un peu plus 12-14 pour les ados un peu plus vieux. Enfin voilà. C'est un peu ce qu'on aime faire, même si
Alors ça va être assez évident quand on va parler un peu des futurs projets, mais l'horreur va prendre beaucoup de place. OK. Alors justement, là, tu en parlais, de cette visibilité aussi que tu es là pour apporter, au travail des auteurs et mettre du coup, devant les yeux, du public et des gens qui sont, désireux de lire tout ça. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la littérature de genre en France, actuellement? Et puis sa visibilité, justement? Parce que moi j'en parle souvent avec mes invités et c'est vrai que, moi pendant longtemps, quand j'allais, dans les librairies et tout ça, à part Stephen King en gros, tu vois vraiment avoir à part les quelques très grands noms, quand tu avais un peu de chance, tu voyais du Barker, mais de manière générale, c'était très, très limité. Et ça l'est toujours, d'une certaine manière. C'est que si on parle des librairies, parce que c'est vrai que je passe quand même pas mal de temps en librairie et je suis en contact avec pas mal de libraires, c'est mieux. C'est-à-dire que, il y a une certaine ouverture. En tout cas, il y a eu certaines percées. Il y a eu certaines percées d'auteurs ou de collections. Alors après, qu'on aime ou pas, hein, mais c'est vrai que la collection des contes interdits, voilà, Ouais, alors qu'on aime ou pas, moi j'avoue que je suis pas fan de l'écriture parce que j'en ai lu une paire, je trouve pas ça terrible. Mais en fait, on s'en fout parce que ce qui est important, c'est que une collection telle que celle-là, qu'elle ait autant de place, ça prouve quand même que l'horreur n'est pas négligeable. Enfin, plutôt, elle n'est pas à négliger. Après, si on doit compter tous ceux qui en écrivent, la place qu'il aurait réservée dans les librairies, c'est quand même minime. Mais on vit aussi à une époque où c'est possible d'être connu par d'autres biais. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, les libraires représentaient quand même l'essentiel des canaux par lesquels on vendait les bouquins. C'est moins le cas aujourd'hui. Voilà. Et que tu peux te faire ta place, que ce soit en auto-édition, que ce soit en édition traditionnelle, petit éditeur, gros éditeur, tu peux te faire ta place ailleurs, que ce soit en salon, que ce soit en e-book, que ce soit en ligne, que ce soit, enfin, peu importe, quoi. Plein de manières différentes. Donc, l'état actuel de l'édition, écoute, je vais te dire, ça dépend du canal. C'est-à-dire que c'est toujours super compliqué pour nous, petits éditeurs indépendants, de se faire une place dans les rayons des libraires. Voilà. C'est très compliqué, mais en même temps, c'est très compliqué parce qu'ils sont dans une économie qui est très compliquée. Il y a trop de bouquins qui sortent et pas assez de place pour les mettre. Donc, voilà. Je leur jette pas la pierre, c'est très compliqué. Donc, c'est tout. Faut assumer. Mais heureusement, il y a d'autres canaux par lesquels on arrive à vivre et à s'étendre et à trouver des lecteurs et à défendre ce qu'on fait. Bah, notamment celui des salons, hein, faut être honnête. ouais, Les gros salons, de plus en plus, c'est surtout quand il y a des salons qui commencent à correspondre pile poil à ce qu'on veut faire, voilà, comme le Frisson Festival où on s'est rencontrés il y a maintenant un mois et demi presque. ouais, Et puis bah, la vente en ligne, alors même si la vente en ligne c'est assez mouvant, voilà, c'est pas régulier. Parce que là on commence à faire quelques précommandes, ça marche plutôt bien, mais c'est vrai qu'en dehors des précommandes c'est plus calme. Enfin ça après voilà c'est tout. Donc là moi comment ça va? Bah moi ça va en fait. C'est-à-dire que je pourrais avoir le même discours que plein de monde qui est dire que ah là là, l'édition va mal, machin, plus personne ne lit. C'est faux. Il y a encore plein de gens qui lisent, mais sauf qu'ils sont ultra sollicités. Donc c'est de plus en plus compliqué d'arriver à les toucher, mais ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Notamment dans le domaine de l'horreur, qui est vraiment quelque chose qui se développe ou qui se développe chez Faute de Frappe et qui revient en force, je trouve, de manière globale. d'accord. Bah, je sais pas toi ce que t'en penses parce que ton podcast s'appelle quand même Horror News Podcast. Alors dans les news de l'horreur, est-ce qu'il y a que le cinoche ou est-ce que tu trouves aussi qu'en termes de bouquins il se passe quelque chose? Écoute, je vois surtout beaucoup de d'adaptations autres que Stephen King. Parce qu'il y a quand même, évidemment, toujours énormément d'adaptations de Stephen King. J'en ai encore, balancé une ce matin là, Marche ou crève. Mais pour le coup, oui, effectivement, on voit de plus en plus d'auteurs, qui sont approchés, pour être adaptés. Mais après, c'est vrai que, moi, j'ai découvert, en fait, toute cette offre, qui, en fait, est pléthorique une fois que tu as commencé à mettre le nez dedans, Ah quand t'as mis ouais c'est sûr, hein, ouais. mais tu vois, moi, j'avais découvert ça par, bah, Jodie, qui était justement la marraine du Frisson Festival, Mmh. parce qu'elle présentait de l'auto-édité, elle présentait, voilà, plein d'auteurs et j'ai halluciné quand j'ai vu qu'en fait, on avait plein d'auteurs francophones qui proposaient, plein de choses et donc c'est vrai que oui, quand tu t'intéresses un petit peu à tout ça, j'ai l'impression en tout cas, mais parce que voilà, encore une fois, j'ai pénétré l'univers un petit peu comme ça, de la littérature de genre, en France. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'offres et de plus en plus d'auteurs qui tentent leur chance et qui se lancent sur de l'auto-édition, sur de l'indépendant, tout ça, ouais. Mais parce que t'as très peu d'éditeurs.
d'horreur, en fait. Ah mais c'est clair, mais la plupart se lancent en auto-édition parce qu'ils trouvent pas, en fait. C'est-à-dire que c'est le encore une fois, l'auto-édition, tu peux le voir comme, tu le fais parce que, tu trouves personne pour le faire. Mais sauf que c'est pas parce que tu trouves personne pour le faire que tu as pas de talent. Ça veut juste dire que en France, en tout cas, maintenant, des éditeurs de polar, si on parle de genre, hein, des éditeurs de polar, tu en as, Oui, des polars, tu en as plein. De la SF, fantasy, imaginaire, c'est pas forcément facile, mais tu en as. Des éditeurs assumés horreur, vraiment assumés, hein, pas juste avec une petite branche, parce que ouais, tu publié Graham Masterton, donc ouais, bah oui, oui, c'est bien, mais des vrais éditeurs d'horreur assumés comme tels, bah, là, moi, comme ça, au pied levé, j'en vois pas. Enfin, c'est pas, j'en vois pas. Je pourrais en trouver, mais c'est très dur. La fenêtre est minuscule, donc c'est assez normal que les auteurs francophones qui ont envie d'écrire de l'horreur s'auto-éditent, en fait. Et c'est là qu'il faut aller les chercher, en fait. C'est là qu'il faut aller les chercher. bien sûr. Mais quand j'en discutais avec, Violaine de Charnage quand je l'ai interviewée, Oui, bah, c'est un très bon exemple. c'est un exemple, parfait parce que pour elle, elle fait vraiment un style qui est même dans l'extrême. Donc elle fait du porn gore. Bon, bah, là, tu as tout dit, quoi. Je veux dire, tu as du gore, du porno et du gore. Tu peux pas faire plus difficile à présenter pour des éditeurs, Ouais. si tu veux, si tu es pas effectivement, déjà, sur une niche, sur un public potentiel, pour ce genre de choses, c'est pas jouable pour elle, c'est sûr. Je comprends qu'elle ait effectivement ce statut de d'auto-éditer parce que c'est plus facile, c'est plus facile. Enfin, dans un premier temps. Même si c'est très difficile de se faire une place, aussi. Ah ben non, mais après c'est un travail, hein, c'est comme elle me le dit, hein. Elle fait ça à plein temps. Voilà. Elle fait ça à plein temps, hein, donc puis comme elle le dit, c'est elle a il y a toutes les casquettes. Effectivement, comme tu le disais, il y a la mise en page, la couverture, faut tout refaire, donc Il faut être sur soi-même. tous les fronts si tu veux en vivre. Ouais, donc ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Alors on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, tu proposes notamment la collection, Quai des cauchemars, qui en tout cas, à mon niveau, se veut dans la droite ligne d'une collection comme, Chair de poule, par exemple. Ah ouais, moi tu vises dans le mille. C'est chair de poule. Alors pour l'instant, ça se passe dans les Hauts-de-France parce que chaque volume se passe dans les Hauts-de-France. Après, il n'est pas dit que ça change pas à un moment. Mais bah tu vois, pareil, c'est une influence dont j'ai pas parlé, mais quand j'étais gamin, j'ai lu Chair de poule comme des millions de gamins dans le monde, voilà, et comme toi, je pense, hein, aussi, hein. Tout à fait. Et puis je me suis dit, quand j'ai voulu lancer une collection, même si à la base, le projet Quai des cauchemars, il vient pas de moi. D'accord. On me l'a proposé. Ah OK. C'est Hervé Hernu, donc premier auteur à avoir écrit dans la collection avec Le Monstre du Terril, qui est venu en fait, il est venu avec son texte et le concept de la collection. D'accord. Et c'est marrant parce que ça correspondait pile poil à un truc que j'avais en tête sans avoir d'idée. C'est-à-dire que je voulais faire ça, mais j'avais pas encore de Ouais. nom, j'avais pas encore de. Et en fait, lui, il est venu avec. Et puis, bah, je lui ai dit banco. Donc, je lui ai dit banco pour son premier bouquin, et puis après pour la collection. Et c'est comme ça que Quai des cauchemars est arrivé. Quai des cauchemars, donc c'est de l'épouvante pour les 9-12 ans, et c'est totalement assumé comme un hommage à Chair de poule. Jusque dans les couvertures. Bah, toi, t'as vu, voilà, c'est. Bah oui, clairement. Mais les couvertures sont cool, en plus avec la surimpression et tout là sur, Stix par exemple, c'est quali. Et en même temps, bah, merci parce que ça m'a, vraiment replongé, tu vois, directement dans, les lectures que je faisais quand j'étais gosse, mais en même temps, tu vois, Chair de poule maintenant quand tu en lis, certains, alors notamment les anciens, la première collection, des fois ça a un peu mal vieilli, c'est un peu voilà, pas dire niais, mais je veux dire, bon, c'est gentil, c'est un peu C'est naïf. enfantin, oui, c'est enfantin. Alors que là, tu vois, c'est ce qui m'a plu en fait, avec, Styx. Je me suis dit, je m'étais préparé justement à me retrouver un peu dans le style enfantin et tout ça et donc à me dire: «Bah, ça va être léger, ça va se lire tout seul». Alors je confirme, c'est léger et ça se lit tout seul, mais ça n'épargne pas du tout les personnages, contrairement à Chair de poule, tu vois? Ça, je t'avoue que c'était un débat au sein de l'équipe éditoriale, hein, pour dire, bah, avec ma femme, en gros, parce que voilà, c'est l'équipe éditoriale. C'est que alors donc Styx est un bouquin que j'ai écrit dans une collection qu'on m'a proposée, sauf que j'avais jamais écrit de jeunesse avant. J'ai écrit de l'adulte, du polar, du thriller, du gore, de l'horreur, du trash, et je me suis dit, je veux faire ça pour les gamins. Comment je fais? Où est-ce que je mets il est où Le le, curseur. voilà. Mmh. Et en fait, c'est poser la question de savoir, moi je voulais une histoire qui fasse vraiment flipper, qui possède vraiment tous les éléments de l'horreur et de l'épouvante, et notamment des morts, parce que des personnages meurent, mais Ouais. où est-ce que tu mets le curseur de
est-ce que tu les fais pas mourir ou est-ce que tu les fais mourir sans trop de détails? Enfin, où est-ce que tu mets le truc? Et je me suis dit: il faut pas les épargner, en fait. Je pense qu'un ado, parce que là, c'est voilà, Styx, c'est peut-être plus pour les 10-12, que pour les 8-10. Bah, voilà, un ado, Ouais. il a forcément vu des films, il a forcément vu des voilà, des films où des gens meurent et puis même juste des gens qui meurent dans la vie, tu vois? Simplement, peut-être ne pas aller jusqu'à les décrire, par le menu, chaque mot de chaque sévice, mais quand même y aller, quoi. Parce qu'on est quand même là pour Ouais. ça et que les gamins adorent avoir peur. J'étais encore pas plus tard que jeudi dernier, j'étais au salon de Montreuil, en région parisienne, qui est un putain d'énorme salon jeunesse, c'est le plus gros salon jeunesse, de France, en fait, si tu veux. D'accord. Et donc j'y étais, alors c'est un salon qui dure 6 jours, moi j'y étais qu'une seule journée, donc j'étais seulement jeudi et donc j'avais les Quais des Cauchemars avec moi, évidemment, et c'est les ados, qui passaient, mais toute la journée, j'ai eu des ados qui sont passés et c'est ces couves-là qui les bottent. Ils aiment avoir peur, ils aiment se faire peur. Ah oui, bien sûr, bah, tu le vois de toute façon des films, là, comme on voit le carton de Five Nights at Freddy's là en ce moment, au cinéma là, tu vois? C'est un truc effectivement pour les jeunes jeunes et c'est un carton, mondial, phénoménal, tu vois? Mmh, mais ça, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire même déjà dans les années 50, les films de monstres, c'était pour les ados. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est ça, c'est la tranche d'âge où tu as envie de te faire peur, où tu as envie d'éprouver des choses qui te sortent un peu de ton quotidien, puis de toute façon, tu as les hormones en feu, alors évidemment que tu voilà, tu as envie qu'on te secoue un peu. C'est vrai que bon, bah, l'épouvante et l'horreur, c'est quand même, c'est là pour ça, quoi. Ah ouais, clairement, mais là, c'est vrai que alors moi, j'ai lu que Styx, hein, pour l'instant, mais ça m'a vraiment donné envie de lire la suite parce que j'ai trouvé moi que c'était, ce qu'on appelle un page turner, tu sais? C'est, tu es là, tu lis et puis en fait, alors ça démarre avec, une petite mise en situation sympa, j'aime bien et puis une petite scène et puis après hop, après te tu suis le personnage principal et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et putain, à la fin ça part tellement, dans tous les sens que tu es là, j'étais tu sais, j'avais qu'une envie justement, c'était de lire la suite, tu vois? Et quand ça se termine, je ne vais pas Ah spoiler, mais en non, tout cas, pas de moi spoil. j'adore où ça va, j'adore où ça va, Eh ben, sache que j'ai écrit un deuxième Quai des Cauchemars, mais qui n'est pas sorti encore. ah OK. Ouais, en tout cas, ça m'a donné envie de commander les autres, hein, en plus, je sais qu'il y a Fred, qui en a écrit Il y un, a donc Fred qui en a c'est écrit cool un, mais aussi. tu vois, genre celui de Fred, Frédéric Livens, son bouquin s'appelle le cinéma hanté. Il est très différent Mmh. de Styx. C'est pas la même atmosphère, tu vois, c'est un peu plus, Scooby-Doo, si tu veux. Ouais. Voilà, donc c'est un autre genre de fantastique, c'est un autre genre d'épouvante. Il y a du frisson, il y a du tout ce que tu veux, mais c'est pas la même chose. Chacun venant évidemment avec son propre univers, voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est voilà, en tout cas, c'est cool et ça fait plaisir justement de voir un petit peu le tu vois, des héritiers, de Chair de Poule. Alors même si Chair de Poule n'est pas mort, hein, loin de là. Ça Non, mais continue à est-ce être qu'ils en édité. sortent vraiment des nouveaux? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de rééditions Ouais. qui rééditent toujours un Non, peu non, un peu les mêmes. il y en a encore. OK, des vrais nouveaux, d'accord. Oh, tu as l'air, sceptique quand tu dis ça. Ils sont bien les nouveaux ou? Ah écoute, je sais pas, j'ai pas lu moi, je suis resté sur les Ouais. originaux, mais je vais m'y pencher parce que là, je suis en train de préparer un hors-série, justement un épisode sur Chair de Poule et Mmh. l'impact, tout ça, l'héritage et donc effectivement, c'est pour ça que je considère que Quai des Cauchemars, c'est clairement pour moi, un héritier si tu veux, et en plus français, de collections comme Chair de Poule, ouais. Je suis content que ça t'ait plu. Ouais, vraiment, j'ai pris un pied d'enfer à le lire celui-là. Je te dis, ça m'a donné envie de me replonger dans les Chairs de Poule et puis de lire les autres, Quai des Cauchemars donc vraiment vraiment cool. Et c'est d'ailleurs un peu la si on veut conclure sur, Styx, c'est sur ce côté un peu, pas trash du tout, mais quand même assumé, on va pas ménager les gamins. Ben j'ai relu quelques Chairs de Poule, mais des originaux et OK, tu as un côté enfantin, mais quand même souvent ça finit mal. Ah bah, ça finit systématiquement Tu mal. vois? C'est pas non plus, tu pas de tu très peu souvent de happy end et tu as des gamins qui meurent et tu as des vrais trucs. Enfin voilà, c'est pas aussi innocent que peut-être l'image qu'on en a eue, en fait. Bah, après, enfin, c'est oui, c'est la période l'époque était aussi différente, hein, années 90, c'est sorti dans les années 90 la première collection donc évidemment les références étaient pas les mêmes mais là, c'est ce que j'ai aimé, c'est que, tu vois, c'est transposé en 2023 et que ça colle, ça passe crème, en fait. C'est contemporain, complètement donc bah, surtout le tien parce qu'en l'occurrence, toi, ça parle de technologie Tout à fait. voilà. Ça permet aussi, voilà, c'est une réactualisation de la maison hantée, mais version maison hantée, connectée. C'est ça que j'aime bien dire. 2.0. Voilà.
Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur? De pas le faire. Merci, question suivante. On est déjà trop, viens pas, voilà. Blague à part, c'est en tant qu'auteur ou éditeur? Parce que c'est pas le même travail. Non, c'est clair, en tant qu'auteur déjà. Je pense qu'il y a plus de gens qui hésitent à se lancer en tant qu'auteur qu'en tant qu'éditeur. Écoute, alors moi j'aime pas trop donner des conseils. Ça fait tout de suite un peu, pompeux et puis ça me vieillit en fait. Je prends un coup de vieux à chaque fois que je donne un conseil. Mais si je devais quand même donner un conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, lancez-vous dans l'écriture avant de vous lancer dans l'édition. Écrivez déjà. Parce que j'en vois, hein, c'est pas pour dire, mais que ce soit dans les salons ou en dédicace ou en librairie ou même, dans les manuscrits que je reçois pour, faute de frappe, il y en a beaucoup, tu as l'impression, ils veulent être édités avant d'apprendre à écrire, en fait, tu vois? Et dans un premier temps, écrivez. Pensez pas à vous allez l'envoyer à tel éditeur ou vous allez contacter tel youtubeur, tel influenceur pour leur proposer. Ça, pour l'instant, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est écrivez, écrivez, écrivez. Lisez beaucoup et écrivez. Et après, on en parle. Et ça y est, c'est un conseil de vieux con. Ça y est, voilà. Donc, c'est bon, mon conseil de vieux con, je l'ai fait. Après, en tant qu'éditeur, pour ceux qui veulent se lancer en maison d'édition, moi, j'ai pas voulu me lancer dans une maison d'édition comme ça de rien, en fait. Ça a été le fruit de plein de trucs. Donc, je sais pas ce que c'est de vouloir lancer une maison d'édition en partant de rien. Donc, j'avoue que j'ai pas tellement, tu vois, là, je sais pas trop quel conseil je pourrais donner. C'est souvent les conseils par rapport aux erreurs que tu as fait au début, tu vois? Et qui permettraient à des gens des fois de, bah, d'éviter justement, ces écueils-là Alors, et puis si peut-être en tant qu'éditeur, publiez ce qui vous branche. Publiez pas ce qui marche. ouais, Parce que ce qui marche à l'instant où vous allez décider de le publier marchera peut-être plus dans 6 mois quand votre bouquin va sortir, en fait. Et c'est un conseil qui vaut aussi pour les auteurs. Écrivez pas ce qui marche, écrivez ce qui vous branche. Parce que les modes passent. Parce que c'est pas parce qu'il y a telle sensation, dans 6 mois, ce sera autre chose. Et c'est un peu finalement le parcours que j'ai en tant qu'éditeur avec Faute de Frappe, c'est que j'ai commencé par publier du polar parce que moi je venais du polar et parce que c'était un peu quelque chose qui m'apparaissait plus facile commercialement. Et plus ça va, plus je vais vers l'horreur et je vais assumer totalement à partir de l'année prochaine de devenir un éditeur d'horreur majoritaire. Je ferai pas que ça, mais majoritaire, parce que c'est ce qui me botte. Et c'est là que tu te rends compte que il y a aussi un public qui attend. Il y a forcément un public qui attend pour le truc que tu as proposé. c'est clair. Voilà. Publiez ce qui vous botte, écrivez ce qui vous botte. Et vous laissez pas emmerder aussi. Vous laissez pas emmerder, voilà, surtout. Ça, c'est valable dans tous les pans de votre vie, hein, Voilà, vous c'est laissez pas ça. emmerder. Bah toi, t'es coach sportif, ça marche aussi, hein, tu vois. C'est clair. Mais c'est marrant parce que j'en discutais avec Patrick Sénécal, Mhm, justement, on a eu l'occasion de se retrouver autour d'un verre après le frisson. mhm. Et c'est ce qu'il me disait, qu'effectivement, voilà, il faut écrire ce qu'on aime. Et pour en discuter avec lui, et notamment, moi, je le voyais au niveau du cinéma, il y a une fidélité dans le genre. Pour les gens qui sont fans de genre, moi, je le transposais, par exemple, au niveau des acteurs et actrices, notamment, dans le genre, tu les vois tourner jusqu'à des âges, Mhm. bah, jusqu'au bout. S'ils ont envie de tourner jusqu'au bout, C'est un genre dans lequel on peut vieillir. ouais, on sera toujours en fait, les fans de genre, sont toujours contents de retrouver justement ces icônes, ces acteurs, ces actrices qui ont participé, en fait, à l'histoire, du genre. Et donc voilà, je trouve qu'il y a il y a une forme de fidélité à ce niveau-là, et c'est pour ça que là, tu parlais, tu vois, de rester effectivement dans cette branche et dans ce qui nous branche, en l'occurrence. Bah, tu vois, là, je vais rebondir sur ce que tu dis en termes de fidélité et de vieillir dans le genre. Ça va quand même me permettre de faire quelques annonces de ces fameux teasings. En fait, l'année prochaine, tu as peut-être vu passer ça, je lance une collection qui s'appelle Compact. Ouais, on va en reparler. Voilà. Et en fait, cette collection qui s'appelle Compact, c'est autour du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que tu vas avoir à la fois de la novélisation de films d'horreur et ancienne ou nouvelle ou de la réédition inédite. Et je démarre avec quoi? Avec La Nuit des Morts Vivants. Ouais. Et sauf que John Russo, qui est co-scénariste du film de Romero et qui a écrit le bouquin, il a 87 ans. Et il est toujours là. Ah ouais? C'est-à-dire que, il écrit toujours, il fait toujours des conventions aux États-Unis, il est toujours actif, il est actif sur les réseaux. J'ai causé avec lui parce que maintenant, en tant que son nouvel éditeur francophone, voilà, je cause avec lui et le mec, ça fait 60 ans qu'il est là et il est toujours là.
et il est toujours apprécié. C'est ça qui est fou. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est voilà, c'est les gens qui n'ont comme Jamie Lee Curtis, Mmh. par exemple, tu vois? C'est quelqu'un qui a démarré dans le genre et après qui est partie sur d'autres trucs. Elle est pas restée Non, forcément non, non, c'est là-dedans, sûr. mais elle a jamais craché, sur les origines et au contraire, elle était, toujours là-dessus et ça s tu le vois dans son discours, là, quand elle a reçu l'Oscar, elle a dit à tous les fans de genre: «On l'a fait», Mmh mh. tu vois? Et le message, il était énorme. C'est en plus qu'elle ait pensé justement à adresser le message aux fans de genre, aux Oscars quand même. Non, c'est beau, c'était beau. Mais donc c'est vrai que ouais, c'est top de voir, bah, voilà, tu vois, là, tu me parles de c'est John Russo? John Russo. Bah, c'est canon de voir des gens justement s'épanouir et réussir à faire leur carrière, dans un domaine bah, qui voilà, qui les botte, quoi. Alors, parlons un petit peu débat. Il y a un gros débat en ce moment enfin depuis un petit moment, hein, maintenant, qui fait rage sur la création par IA. Ouais. Alors toi, je voulais avoir un peu ton avis parce que tu es créateur, mais tu es aussi éditeur. Alors on sait qu'il y a pas mal d'éditeurs là qui lorgnent un petit peu justement du côté de l'IA. On va pas dire qu'il y a il y a de l'écriture par IA, ce serait déplacé, mais Ah, il y en aura sans doute. Ouais, il y en a eu déjà. Je pense qu'il y en a. Simplement, ça se dit pas pour l'instant. Mais voilà, je pense qu'on en est surtout là, ouais. Mais effectivement aussi au niveau de la création des couvertures, tu vois? Plutôt que de payer un illustrateur, hop, une IA et puis, tu fais ta cover donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? je pense que c'est pas aussi simple. Pour être tout à fait transparent, il y a une couve, faute de frappe, je dirais pas laquelle, mais il y a une couve sur laquelle il y a eu un apport minoritaire de l'IA. Un apport minoritaire, c'est pas moi, éditeur qui n'y connais rien, qui ai demandé à une IA de me faire une image, il l'a sortie telle quelle, et j'ai juste mis le nom du bouquin et c'est parti à l'impression. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est le graphiste qui s'est servi de l'IA pour concevoir quelque chose qu'il a lui-même amélioré derrière. D'accord. Et là, c'est la personne même dont on est censé prendre le boulot, c'est-à-dire le graphiste, qui a décidé par curiosité d'utiliser un outil qu'il avait jamais utilisé pour essayer de créer un truc, au moins une fois. Il m'a dit: «J'ai envie d'essayer au moins une fois de le faire» et il l'a fait et ça a plutôt bien marché. Mais pour la couve d'après, voilà, il a repris ses anciennes méthodes, si tu veux. Et moi, je suis plutôt comme ça, Mmh. c'est-à-dire que tant que c'est un outil qui est utilisé par des personnes qui savent de quoi elles causent et qui sont capables de dépasser l'outil pour vraiment créer quelque chose de personnel, ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que les filtres Instagram, en fait, tu vois? Ça me dérange pas plus que les gens qui font des photos avec leur portable, qui mettent un filtre et qui disent: «Ah, je suis un super photographe parce que, je fais une photo et puis je mets un filtre». Tout fait, tu vois? Pour moi, c'est le même ordre d'idée. C'est, si tu te contentes de prendre un outil, de pas le connaître, d'en utiliser que des fonctions premières et de balancer ça en disant: «Voilà ce que j'ai créé moi», alors qu'en fait, tu rien créé du tout, ça pose problème. Mais ce genre de personnes, bah, elles vont disparaître en même temps que le reste. C'est-à-dire que si vraiment un jour l'IA crée des couves, si vraiment un jour l'IA crée de la BD, parce que c'est aussi ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est parti pour, ouais. Si un jour l'IA écrit des romans, bah écoute, si les romans sont mieux écrits que plein de trucs que je reçois, pour être honnête, est-ce que ça me posera un vrai problème? Bah, j'en sais rien. Je t'avoue que quand je recevrai, je verrai ce que je penserai. Mais après, être contre sur le principe, crier au loup sur le principe, c'est pas mon genre, en fait. D'accord, OK. Mais ça veut pas dire que ça va donner que des bonnes choses. Attention, tu vois? C'est dangereux. Ah oui, non, mais ça, c'est Mais sûr. c'est dangereux comme plein de trucs dangereux, en fait. Voilà. Une voiture, c'est dangereux. Mais bah, après, comme je le dis, tu vois, c'est toujours, pour moi, c'est un outil, donc ça dépend de ce qu'on en fait. Mais, un marteau, tu peux t'en servir pour planter un clou ou pour défoncer un crâne, si tu veux. C'est pas exactement la même, utilisation. Ça, disons que pour l'instant, ça reste un outil. Le jour où l'IA sera capable, toute seule, de décider quelque chose et de créer quelque chose sans que tu lui aies rien demandé, là, il sera trop tard pour s'en inquiéter, mais peut-être il sera temps de s'en inquiéter. À l'heure actuelle, si ça reste un outil, c'est pas pareil. Là où il faut se méfier, c'est que ça n'aille pas piller. C'est comme beaucoup de choses comme ça qui sortent, qui émergent et qu'il faut, je pense, réguler, mais il faut pas que ça aille piller le travail de d'autres créateurs, si tu veux. C'est surtout ça, en fait, le problème, il est là, en fait. Oui, sauf que j'ai commencé par te dire tout à l'heure que en tant qu'auteur, j'allais piller partout, moi. Oui, c'est Tu vrai. vois? Bah, en tant qu'être humain, tu es forcément impacté par C'est-à-dire tout ce que tu que vois, tu entends et cetera. un auteur qui va te dire: «Je suis jamais allé piller, un film, une réplique d'un film, une idée dans un bouquin ou un truc que j'ai lu», c'est un menteur. C'est-à-dire que on est tous des pillards, si tu veux.
Mais simplement, il y a la manière et c'est vrai que si c'est une IA qui va simplement prendre, ce qui l'intéresse juste pour, illustrer de façon, artificielle un propos ou créer une image, peut-être que c'est pas la même chose. Mais en vrai, la notion de pillage, la notion de on dit ça en fait, on appelle ça influence et c'est du vol. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de voler plein de trucs. Tu vois? C'est de voler des idées, voler des répliques, Comme tout le mais monde. voilà. Mais simplement, ça dépend comment c'est fait. Encore une fois, c'est pas sur le principe, c'est pas le principe qui me dérange. C'est l'utilisation qu'on en fait ou qu'on va en faire. Ça, on verra, hein, mais L'avenir nous le dira. c'est ça. Mais il sera peut-être trop tard. Oui, ah bah ça, on verra. Écoute, si demain on est à la solde de Skynet, des Terminator, voilà, on saura d'où c'est venu. James Cameron nous aura prévenus. C'est ça. Alors, tu as sorti un recueil aussi, de nouvelles, alors directement inspirées là pour le coup de la collection, Gore. Tout à fait. Tu as aussi sorti la réédition d'un livre revenant sur la collection. Est-ce que tu peux nous parler de cette collection et pourquoi, cette démarche? Alors Gore, si tu veux, Gore, c'est une collection du Fleuve Noir qui a démarré en 85, donc 1985, qui s'est arrêtée en 1990 et qui a été un peu l'équivalent bouquin des vidéoclubs et des films d'horreur, en, VHS pour toute une génération d'ados, dont je faisais pas partie parce que moi j'étais trop jeune à l'époque, parce que moi j'ai découvert Gore après. C'est un peu l'équivalent sale gosse, voilà, des petits bouquins d'horreur un peu dégueulasses, un peu avec des couves flashy. Et en fait, il s'avère que cette collection-là, elle a marqué sa génération. Et que donc l'auteur, donc il y a un auteur qui s'appelle David Didlot, qui a sorti en 2013 ou 2014 un bouquin dessus. Voilà, je pense le seul bouquin qui a été écrit dessus, qui recense l'historique de la collection, avec des entretiens, avec des fiches sur les bouquins, tout ça. Et il s'avère que j'ai acheté son bouquin il y a 10 ans, parce que j'étais déjà fan de Gore, et j'étais fan de son bouquin. Et c'est ça qui est fou, en fait, quand tu vois un peu le parcours de vie et le parcours éditorial, et 10 ans plus tard, je suis son nouvel éditeur. Et c'est ça qui est un peu fou. C'est-à-dire que j'ai commencé par être un fan, par être un lecteur de la collection Gore, par être un lecteur de son propre bouquin à lui, qui a été très vite épuisé. En fait, le tirage a été très vite épuisé et le bouquin a été introuvable pendant des années. Et l'année dernière, donc en 2022, j'ai vu passer une énième annonce de disant que le bouquin était épuisé, mais qu'il y avait plein de gens qui le recherchaient. Et je me suis dit, bah attends, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas faute de frappe, tu vois? Ouais. Donc j'ai contacté David et il s'avère que le contact est bien passé. Puis après, je suis allé voir l'éditeur d'origine du bouquin. Voilà, bon, ça après, c'était de la négociation de droit. Et puis au final, il s'est avéré qu'on allait ressortir son bouquin, et sauf qu'on s'est dit, mais on va pas le ressortir tel quel. On va essayer d'y apporter des choses en plus. Et donc, David est allé refaire d'autres interviews, il a mis à jour des bios, il a écrit des nouveaux articles. Au final, il y a quand même 80 pages de plus. Ouais, quand même, ouais. Nouveau format, nouvelle couve, tout ça. Et donc, on a sorti ça, c'est sorti au printemps de cette année. Et sauf que moi, je me suis dit, j'aimerais bien, parce que tu as la partie bouquin théorique, on va dire, parce que c'est un beau livre en couleur sur la collection Gore. Et je me suis dit, j'aimerais bien, moi, créer un petit truc, le petit frère, si tu veux. Le petit frère à côté, qui pourrait être, là, pour le coup, un recueil, hommage, si tu veux, un recueil de nouvelles. Et puis, je me suis dit, ce serait cool d'aller chercher d'anciens auteurs de la collection et puis de leur adjoindre des petits nouveaux. Alors, non pas petits nouveaux dans le sens où des auteurs qui auraient jamais écrit, mais des auteurs, on va dire, plus contemporains. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'est né Nos plus beaux effets gore, recueil de 23 textes. Je suis en train de le lire, pour Ok, le coup, Nos plus beaux effets gore. d'accord. Je l'avais pris à Violaine, il y a un petit moment déjà. Et donc là, j'en ai profité justement, j'ai lu, dans la continuité de Styx, Ouais, vu que je savais que j'allais être interviewé, j'ai lu Styx et puis j'ai lu, Nos plus beaux effets gore. J'en suis, vers la page, 200, donc j'arrive à la fin. ok. Et c'est vrai que, c'est une anthologie, quoi. Donc, tu as, vraiment tous les styles, toutes les époques, tu as du fantastique, tu as de l'horreur plus viscérale, mais voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et t'as aussi, comme toutes les anthologies, en tant que lecteur, t'as sans doute été sensible plus à certaines histoires qu'à d'autres. Enfin, c'est ça, c'est le principe de l'anthologie aussi, tu vois. Voilà. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal et effectivement, tu en as qui font plus appel à l'imagination et il y en a qui sont beaucoup plus Il y en a qui détaillés. sont La très crades, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont, tu vois. Ouais, la tienne m'a beaucoup fait rire. Ah, c'est la chute qui est drôle, la mienne. Ouais, 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 c'est mignon, j'aime bien. Mais effectivement, ouais, il y a un peu de tout pour le coup. Donc voilà, si on aime, en tout cas, moi je ne connaissais pas je connais la collection Gore si tu veux de nom,
Je vois les couves, hein, Mmh. qui sont vraiment sympas, mais c'est vrai que j'en ai pas lu pour le moment et donc pour les personnes, qui auraient l'habitude justement de cette collection-là, de l'original, là voilà, vous allez retrouver cette ambiance, hein. Je pense que c'était l'idée C'était justement, de l'idée, mais retrouver, tout comme la collection gore d'origine, elle est foutraque. C'est-à-dire que, il y a des bouquins très gore, des bouquins qui le sont moins, des bouquins qui sont réalistes, des bouquins qui sont fantastiques, des qui sont drôles, pas drôles, et il y en a qui sont moins bons aussi. Faut être honnête, la collection gore n'est pas comme la 4e dimension dont on parlait tout à l'heure. Le niveau est pas égal tout le temps. T'as de l'excellent, t'as du très bon, du moyen, enfin voilà. Et tu vois comme quoi un peu comment est-ce qu'une trajectoire éditoriale se fait. J'ai été amené à rééditer Gore, donc le gros Gore, le bouquin de David. De ce gros Gore mmh. est né Nos plus beaux effets Gore recueil. Et en fait, Nos plus beaux effets va officiellement devenir le label texte court de Faute de frappe. Parce que l'année prochaine, tu vas avoir Nos plus beaux effets 2. Ah, c'est cool, là. Et en fait, Nos plus beaux effets va devenir le nom sous lequel je vais sortir des recueils de textes courts, que ce soit court nouvelle ou un peu moins court, novella, donc roman court, si tu veux. Et donc, au printemps prochain, tu auras Nos plus beaux effets 2. Avec 20 auteurs, encore une fois du beau monde, encore une fois de l'horreur, encore une fois, voilà. Plein de nouveaux aussi. À noter. Il y a à peu près de trois quarts, un quart d'auteurs qui étaient déjà dans le premier, et puis trois quarts de nouveaux. Ah OK, donc ouais, effectivement, tu renouvelles pas mal, la team, des C'est auteurs, là, pour ça. le Et coup. puis, bah, l'idée, c'est que ce soit pérenne. Moi, j'aimerais bien en faire un par an. Tu vois, ce serait cool. Une sorte de rendez-vous de la nouvelle d'horreur. Voilà, ça a commencé comme un hommage, puis en fait, c'est en train de prendre sa vie, sa propre vie, quoi. Mais comme l'a fait là, il y a pas longtemps, alors et là, il a annoncé que c'était terminé du coup, mais le recueil maudit, par exemple, de Dave Turcotte-Lafont, où c'est voilà, c'est pareil, c'est un recueil de textes comme ça, tu as une cinquantaine, alors là, sur le dernier, c'était 60 Ouais, auteurs. 60, c'est beaucoup quand même. Waouh. Ouais, ouais, c'est un pavé, hein, il est balèze, hein. Et là, tu as peut-être, on est sur un trop, là. Tu vois, je sais pas. C'est autour de 25, 30, c'est bien. Ça, au-dessus de 30, ça me paraît, waouh, c'est full, quoi. Bah, le truc, c'est ce que m'expliquait en fait, c'est il arrête parce que, il a un peu fait le tour, il sait plus tellement vers qui se tourner, si tu veux. Et il a vu, il y a tellement déjà d'auteurs qui sont passés, dans les 3 premiers que, bah, ouais, c'est compliqué. Par contre, le concept est cool, hein, effectivement, ça fait des en plus des beaux objets c'est comme je te disais, c'est des bouquins qui sont assez grands, assez balèzes. La couverture est cool, non, c'est sympa, c'est sympa. Alors, c'est là que je vais te demander les recos, petites recos. Pour le coup, est-ce que tu aurais un livre ou un film, enfin, ou même les 2 d'ailleurs, hein, qui t'aurait mis une claque, dernièrement? Dernièrement, c'est dans quel laps de temps? Allez, on va dire peut-être 6 derniers mois? Il faut que ce soit une nouveauté sortie dans les 6 derniers mois ou un film que j'ai vu dans les 6 derniers mois? Ouais, que tu as vu. Que j'ai vu, eh ben écoute, alors c'est un grand classique que j'avais pas vu depuis des années, mais que j'ai revu là, Mmh mh. avec ma femme. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de ma femme, mais c'est vrai que, en fait, à la base, des films d'horreur, c'est pas son truc du tout. Et donc, Ouais. ponctuellement, j'essaie de lui faire découvrir des trucs un peu qui peuvent lui plaire. Et en fait, là, on a maté Maniac. L'original? Voilà. Donc, je sais pas si tu connais De Maniac. Lustig? Voilà, c'est ça. Maniac de William Lustig. Donc, c'est un film de 80, voilà, qui est un peu considéré comme l'un des films les plus célèbres sur un tueur en série. Euh, Ouais. alors, c'est pas du fantastique, c'est de l'horreur, mais c'est pas du fantastique. Et moi, ça faisait des années que je l'avais pas vu. Et elle, évidemment, ne l'avait jamais vu. Et on s'est pris une baffe. On s'est pris une grosse baffe. J'avais oublié plein de trucs et j'avais oublié surtout à quel point ce film, c'est comme une sorte de truc qui t'attrape à la gorge, à la première minute, ça te chope et ça te lâche pas, quoi. Pendant 1 heure et demie, ça te lâche pas. T'es dans la tête de Mmh. ce mec, c'est terrifiant, c'est glauque, c'est drôle parfois malgré lui, d'une sorte d'humour un peu tordu, quoi. Et j'avoue que ça m'a remis en, parce que moi j'aime pas trop les tueurs en série, parce que je trouve que c'est un peu un gimmick beaucoup trop utilisé. Et là, Mmh ça mh. m'a un peu alors ça va être drôle à dire, mais ça m'a un peu réconcilié avec les tueurs en série. D'accord. Et après en bouquin, et ben, en bouquin, encore une fois, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, mais j'ai relu La Nuit des Morts Vivants de John Russo. Mais là pour le coup, c'est dans le cadre du boulot vu que je le ressors. Mais là, c'est pareil, je l'avais lu parce qu'en fait, c'est le premier bouquin qui est sorti dans la collection Gore d'origine. D'accord. Ça, c'est le premier volume de Gore qui est sorti en 85. OK. C'est pas un hasard si c'est le premier compact. J'avoue que c'est une sorte d'hommage un peu, voilà, un peu déguisé. Et Mmh mh. pareil, ça faisait des années que je l'avais pas lu, que je l'avais pas relu. Pourtant, je l'ai en
en 2 exemplaires parce que Brajlon l'avait ressorti aussi, donc j'ai l'édition Brajlon. Et là, c'est pareil, quoi. C'est une claque, mais c'est pas le même genre de claque, mais c'est plutôt une claque dans la simplicité, dans le côté, c'est la première fois que les zombies cannibales déboulent, quand même, tu vois. Ouais. C'est ça parce que le zombie vaudou existait bien avant, mais le zombie cannibale, c'est la Nuit des Morts Vivants qui l'a inventé. Bah, d'ailleurs, à la base, c'était même pas des zombies, hein, c'était des ghouls quand tu écoutes le film, Tout à fait. Et c'est fou à quel point c'est simple. C'est un roman simple, direct. Tu te le prends comme un pain dans la tronche. Mais il y a pas d'effet choc. Il y a pas de jump scares, si tu veux, tu vois. C'est un bouquin ouais, ouais. tout simple. Ça décrit une situation toute simple, de manière directe, et tu te prends ça dans la tronche, quoi. Et enfin, c'est chapeau, quoi. Vraiment, c'est un petit bouquin, c'est pas énorme, c'est vraiment la quintessence d'un truc, et tu sens que c'est le fruit d'un métier assez phénoménal, parce que justement, pour aboutir à cette simplicité-là, il faut beaucoup bosser, en fait. Ouais, bah, c'est souvent la simplicité qui est la plus C'est plus difficile. facile d'en faire des caisses, hein, honnêtement. Ouais, bah, c'est clair. Voilà, un peu. Ça marche, donc j'ai noté La Nuit des Morts Vivants Et Maniac. évidemment, et Maniac de Lustig. Ah oui, de Lustig parce qu'il y a eu un remake, Tout hein. à fait. Eh ben, que j'ai pas vu, mais il paraît qu'il est pas si mal. Alors moi, j'ai pas vu l'original, mais j'ai vu le remake. Ah bah voilà, tu vois. Bah, faudrait qu'on échange, que tu vois l'original et que je vois le remake. Exactement. Mais oui, effectivement, il faut c'est ce côté, hein, justement un peu crasseux, enfin un peu crasseux, très crasseux d'ailleurs, des productions de Lustig, tu vois? Je m'y mets au fur et à mesure. Mais faut être dans l'ambiance. Oui, c'est pas le genre de truc que tu peux mettre entre 2 portes. Non, non, il faut être un peu, voilà. C'est ça, donc je me poserai, devant. Alors parlons un peu de l'avenir, quelles sont tes ambitions pour l'avenir? Dominer le monde. Ah comme, Minus et Cortex? Voilà, c'est Je ça. comprends. Il y a un peu Minus et Cortex, dans un seul cortex là. Non, blague à part, maintenant que Faute de Frappe et son éditeur s'assument comme: «On veut faire de l'horreur, on adore ça», bah, c'est aller vers ça, en fait. C'est-à-dire que le polar, on va pas l'oublier, on va continuer à en faire. La Mmh. jeunesse, on va pas l'oublier, et pas que des Quais des Cauchemars, c'est-à-dire que j'ai envie de continuer aussi d'autres trucs, mais Bien sûr. alors, pas que le gore, je dis horreur, c'est-à-dire au sens large. Voilà, Oui, bien pas que sûr. du gore. Mais l'horreur au sens large, c'est vraiment vers ça qu'on va. C'est-à-dire que, à la fois, dans les romans, à la fois dans les nouvelles, à la fois dans cette fameuse collection compacte qui va être du poche, parce que là c'est pareil, jusqu'à présent, on était que sur du grand format. Maintenant, on va aussi démarrer avec du poche, Et justement, on va en parler juste après, au niveau des actualités, et de essayer Compact, ouais. d'occuper un peu d'occuper un peu ce truc-là, parce que c'est ce qui nous branche, et puis parce qu'il y a un public, j'ai l'impression qu'il est là, il faut juste, faut aller le chercher, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, on va aller le chercher. On va aller vous chercher. Voilà. Nous savons où vous C'est êtes. ça, ouais. Alors derrière, bah, c'est, justement parler un petit peu de l'actualité. Donc là, c'est ce que je disais, effectivement, on a vu passer sur les réseaux un nouveau label, Compact Tout à fait. avec, des précommandes et des petites choses, au niveau des packs, très, très sympas. Tout à fait. Eh ben, écoute, alors, déjà, pour être un peu plus global, Compact, ça va être le label poche, faute de frappe. Sous-entendu, D'accord. là, on démarre Compact Horreur, avec de l'horreur. Mmh. Il y a aussi l'ambition d'aller gratter d'autres genres. OK. A priori, tu vas avoir Compact Polar en 2025. Voilà. Pour faire une première annonce, voilà. Mais basé sur le même principe. C'est-à-dire que pour moi, Compact, ça a un rapport évident avec le Cinoche. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mêler roman et Cinoche. Et donc là, dans la première année de Compact Horror, alors quand je dis première année, c'est que là, il y a les titres 2024 qui ont été annoncés, mais la collection continuera aussi en 2025, là. Je suis d'ailleurs même déjà en train de Mmh. travailler sur les titres 2025. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc pérenne, quoi. Il faut que ça ait un lien avec le Cinoche. Donc soit on sera sur de la novélisation qui existe déjà, comme La Nuit des Morts Vivants ou comme Slugs, qui est le bouquin de Sean Hudson d'après le film pareil des années 80. Donc là où on va aller Mmh. chercher des rééditions de novélisations qui sont déjà sorties en France mais qui sont plus dispo. Sinon, il va y avoir aussi de la traduction d'inédits. C'est-à-dire que par exemple, voilà, la novélisation de Wishmaster, qui est un putain de film des années Ouais, 90, qui a été novélisé aux tout à fait. États-Unis, ça a jamais été traduit en France. Donc là, pour le coup, on est allé chercher la novélisation avec une trad et on va proposer ça. Et sinon, le troisième axe de Compact, c'est des créas originales. C'est-à-dire que, par exemple, bah voilà, David Didlot, donc l'auteur de Gore, du bouquin Gore, est en train de m'écrire un Amityville.
parce qu'il est fan de cette franchise-là, parce qu'il avait une histoire qu'il voulait raconter et parce que l'idée, c'est aussi de faire des créas originales et de proposer de la novelisation qui n'existait pas encore. Et ça va être un peu ces 3 trucs-là. On va démarrer au format poche, du poche à 10 balles, voilà, c'est vraiment l'idée, hein, c'est, le poche à 10 balles, donc un truc, grand public, voilà, voulu grand public et qui se glisse partout parce que c'est le vrai format poche, donc c'est petit poche, tu vois? Format j'ai lu années 80 les vieux Stephen King, tu vois? Donc c'est vraiment, poche quoi, petit, Ouais, vraiment compact en fait, c'est ça l'idée, hein, d'où le nom. Donc la collection démarre en janvier, tu vas en avoir un tous les 2 mois, donc tu en auras 5 l'année prochaine. Et les précommandes, bah, là, on démarrait, fin du mois dernier et c'est de la précommande qui ressemble un peu à un abonnement, en fait. C'est-à-dire que c'est pas tu précommandes pas un livre, c'est tu précommandes l'année prochaine et même, une fois que les précommandes seront terminées et qu'à partir de janvier, le premier tome va se enfin, le premier volume va sortir, on va continuer à proposer, en fait, un petit abonnement. Parce que c'est ça l'idée, si tu veux. C'est, d'accord. compact, si tu as envie de t'abonner pour, 3 numéros, 6 numéros, pour 6 mois, pour un an, et ben tu pourras le faire. Super idée. Et parce que ça, moi, c'est un truc que j'avais envie, voilà, j'en ai envie depuis très longtemps de proposer vraiment une collection sur abonnement où bah, c'est comme un magazine, quoi. Tu t'abonnes à Mad, tu vois, je sais pas, Mad Movies, Ouais, bien et sûr. bah, tu sais pas ce que tu vas avoir. Mais tu prends 3 numéros, 6 numéros, 12 numéros, et puis, bah, voilà, tu prends ce qui arrive dans ta boîte aux lettres, quoi. Et bah, là, ça va être Ouais, un peu l'idée. Toujours dans la veine horreur et cinoche. Et pour ouvrir une petite parenthèse, parce qu'on en causait tout à l'heure, et ben, il y a un grand monsieur qui s'appelle Laurent Melki, tout à fait. illustrateur donc phare des années 80 qui a fait moult jaquettes VHS de films d'horreur et pas que de films d'horreur d'ailleurs, hein. Ouais, les Belmondo, Voilà, les les Belmondo, mais Robocop, sinon Robocop, mais sinon Mad Max, bah, dans l'horreur, il a fait la jaquette de la nuit des morts vivants, il a fait du Freddy, Freddy, magnifique. il a fait Creepshow, il a fait l'affiche originale de Creepshow, cette affiche magnifique que c'est lui, et ben qui nous fait l'insigne honneur de nous faire une affiche pour Compact 2024, voilà. Où en fait sur une seule créa, sur un seul dessin, tu vas avoir les 5 bouquins, voilà, qu'il y aura l'année prochaine. Et donc bah, cette affiche, elle est incluse dans les précos, donc c'est pour ça que si vous la voulez, il faut vous dépêcher. Et en plus, elle sera signée, voilà. Elle sera signée par lui, Mmh. Ah ouais. voilà. Et ça, c'était un peu là, c'est pareil. Là, comme avec Gore, c'est l'éditeur, c'est l'homme d'affaires aussi, mais c'est le fan, en fait. C'est la groupie qui d'un coup se dit, mais il va jamais me répondre. Je vais le contacter, il va jamais me Ouais. répondre. Eh ben, en fait, si. Voilà. Mmh. Et en plus de me répondre, bah, ça l'a botté, ça l'a fait marrer, il a eu envie, et puis voilà, quoi. Et c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner maintenant, c'est-à-dire à l'envie, parce que je me rends bien compte que les envies, quand t'es fan d'horreur, t'as des envies, et que bah, il faut aller vers ça, quoi, en Mmh. plus. C'est clair. Effectivement, une proposition de passionnés pour des passionnés. C'est ça, Voilà, c'est ça. pour résumer. Et alors donc effectivement, oui, sur les précommandes, hein, n'hésitez pas à aller sur les, Faut aller voir sur notre site édition Faute de Frappe. Il y a 2 packs. Il y a un pack simple et un pack ouais. total. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu as le pack simple où tu commandes que 3 bouquins que tu peux choisir. Et puis un pack total où tu as les 5 bouquins avec l'affiche. Et honnêtement, c'est pas cher pour ce que c'est. Bah non, c'est clair, c'est clair. Si tu avais juste les bouquins, déjà, ce serait pas cher. Là, les bouquins plus effectivement, ce qu'on a à côté, que ce soit il y avait des marque-pages aussi, je Il y a des crois? marque-pages et puis tu as l'affiche, voilà. Et puis même les couvertures là, des 1ers compacts, qu'on a vus en tout cas sur les réseaux, elles sont cool, quoi. Eh bah, merci, écoute. Je dirai ça au graphiste, ça lui fera plaisir. Voilà. Alors justement avec tout ça, où est-ce qu'on peut, retrouver, les éditions Faute de Frappe? Donc tu l'as dit sur le site internet? Alors, en fait, le site internet, c'est comme pour beaucoup de monde à l'heure actuelle, c'est la pierre angulaire de là où nous trouver. C'est-à-dire que sur le site internet, tu as 3 choses, enfin, tu as 4 choses essentiellement. Premièrement, tu as le catalogue Mmh. complet, c'est-à-dire qu'il y a tous les titres qu'on a fait, tout est dispo. Tu as l'agenda de tous les événements, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on se balade pas mal, on fait des salons, on fait des librairies, et ben tu retrouves toutes les dates sur le site. Sur le site, tu as aussi la boutique en ligne. Donc c'est la façon la plus directe de nous prendre des bouquins, c'est tu vas et tu commandes sur la boutique. Et dernier point, si on n'est pas en rayon des libraires, on est quand même commandable chez tous les libraires. C'est-à-dire que tu pousses voilà la porte de ton libraire habituel ou des grandes enseignes ou des petites enseignes, peu importe. Tu peux nous commander et tu l'as au bout de 3-4 jours. Parce que autant, donc c'était un choix aussi. C'est autant tu pousses pour être présent dans les rayons sans forcément y arriver. Eh ben, c'est au moins l'idée d'être disponible. Voilà. Pour quelqu'un qui nous cherche, il peut nous trouver, quoi. D'accord, ça marche.
Alors, on termine avec, comme toujours, les questions rapid fire. Donc l'idée, c'est que je te propose entre, le choix A ou le choix B et du coup, il faut répondre normalement, rapidement et sans trop s'épancher. Mais vu qu'on est à la maison et qu'on fait bien ce qu'on veut, tu as le droit de répondre et effectivement derrière de développer, si tu en as Oui, mais envie. s'il faut aller vite, je peux aller vite aussi. Ça marche. Efficace. Alors de là, on va avoir plutôt série ou plutôt film? Film. Plutôt R.L. Stein ou Stephen King? Ah putain, ah salopard. Ouais, je sais. Allez, Stephen King. Mais de peu. Mais de peu. Plutôt VO ou VF? VO. Plutôt Verhoeven ou Carpenter? Oh, Carpenter, sans hésiter. Plutôt roman ou nouvelle? En tant que lecteur ou en tant qu'auteur? Ah, en tant qu'auteur, tiens. Ah bah roman, sans hésiter non plus. Plutôt cinéma ou home cinéma? Home cinéma maintenant. Parce que je suis vieux. Ça marche. Plutôt Alien ou Aliens? Ah, plutôt Alien. Je préfère la suggestion que le grand spectacle. Mais j'aime bien le grand spectacle aussi, hein, attention, hein. Mais si on me donne à choisir, je préfère un monstre que plein de monstres. Ouais, je comprends. Bah, après, oui, l'ambiance est pas du tout la Mm. même, hein, de toute façon. Et enfin, plutôt La Nuit des Morts Vivants ou Zombie de Romero? Salopard. La nuit des morts vivants. Ça fait 1 heure et demie que je te dis que c'est un de mes films préférés, donc mais Zombie, c'est quand même l'un des rares exemples d'une suite qui est au moins aussi bonne que l'original. Mais tout en étant très différente. Bah, ça développe, le concept. Non, mais c'est comme un, tu sais, c'est comme un premier amour, quoi, tu vois, t'oublies jamais ton premier amour. Ah ben, donc la nuit des morts vivants. Même si, putain, j'ai flippé ma race. J'avais 10 ans quand j'ai vu la nuit des morts vivants. Et Ouais, j'ai flippé ma race. Mais ça m'a marqué au fer rouge. Il y a des images qui, voilà, et d'ailleurs, c'est assez fou de me rendre compte, en fait, alors petite parenthèse, mais rapidos. Donc avec Compact, on ressort le roman La Nuit des Morts Vivants. Et donc c'est-à-dire que cette année, il y a eu, bah voilà, prise de contact avec John Russo, avec son éditeur, négociation de droits, tu sais, très businessman, machin. En plus en anglais. J'étais pas trop bilingue avant, maintenant je suis un peu obligé de l'être parce que je commence à négocier en anglais. Donc très businessman avisé, machin, tout ça, pognon, droit, traduction, bidule. Et c'est qu'il y a la semaine dernière, j'étais en train de relire le BAT de la Nuit des Morts Vivants, et d'un coup je m'arrête et je me dis, mais mec, tu vas republier la Nuit des Morts Vivants. Et j'ai bloqué devant l'écran de l'ordi. C'est-à-dire que ça fait des mois que j'en parle, ça fait des mois que je suis dedans, ça fait des mois qu'on bosse dessus, et c'est que la semaine dernière que je me suis rendu compte de ce qui était vraiment en ça a train de se percuté. passer, tu vois, voilà. La boucle est bouclée. Voilà, tu vois. Et comme quoi, voilà, c'est con parfois le cerveau humain, comment ça fonctionne, mais c'est qu'il y a quelques jours que je me suis rendu compte du truc qu'on était en train de faire. Et enfin, voilà, c'est assez foufou. Bah, c'est ça qui fait tout l'intérêt du truc en même temps. C'est clair. Mais c'est génial, c'est génial. Eh ben, écoute, je te remercie énormément, Marc, d'avoir, pris du temps pour répondre à mes questions. Et ben merci à toi, écoute. Pour parler d'horreur, hein, je suis toujours là, hein. Ça marche. Bah, écoute, je note, on sait jamais. J'invite tous nos auditeurs à suivre, les éditions Faute de frappe, bah, que ce soit sur, le site internet, les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Même si pour être honnête, on est plus présent sur Facebook. Sur Instagram, on a un peu une vitrine témoin, parce que pour être honnête, elle est pas très active. On est plus actif sur Facebook. OK, donc plutôt sur Facebook, hein. Et puis, bah, n'hésitez pas effectivement avec cette commande, prenez les abonnements, Compact et voilà, si vous êtes, bah, de toute façon, j'imagine en tant qu'auditeur fan de cinéma, et en plus, de littérature, là pour le coup vous êtes, au bon endroit. Ça me paraît, parfait comme proposition. Donc je vais mettre de toute façon, tous les liens, dans la description, de l'épisode. Tout à fait. Et sachez qu'au-delà de Compact, l'année prochaine, il y a aussi d'autres trucs. Alors, il y en a, j'aurais pu en parler, mais on n'a plus le temps. Et il y en a, je peux pas encore en parler. Mais il y a du gros qui se prépare aussi. Autre que Compact. Ah bah, écoute, on peut prendre 2 minutes si tu as envie de parler de de trucs, il y a pas de problème. Alors, je sors un recueil de nouvelles inédites de Graham Masterton l'année prochaine, Oh, OK, au printemps prochain. OK. Donc ça, je peux en parler parce que c'est sûr. Voilà. Avec une novella, en fait. Donc, c'est un roman court qui sera pivot du recueil et quelques nouvelles autour de ce roman court. Voilà. Qui, en fait, inaugure une nouvelle collection qui va s'appeler, en fait, le recueil va s'appeler Une nuit avec Graham Masterton. Et
D'ailleurs, c'est parti d'une blague avec mon graphiste sur In Bed with Madonna, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, on s'est dit, on ferait bien des recueils thématiques, donc avec un seul auteur, et qui s'appellerait Une nuit avec. Donc Masterton, ça c'est le premier, mais c'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc une nuit avec machin, une nuit avec bidule. L'idée étant à chaque fois d'articuler autour d'une ou deux novellas, donc des textes un peu plus longs, et des textes courts autour. Mmh. Voilà. Et donc ça va sortir au mois d'avril prochain, a priori. Et puis donc, je disais au printemps, Nos plus beaux effets 2. Donc là, pour le coup, autre recueil, mais là, vraiment 20 auteurs, que des nouvelles. Voilà, c'est vraiment sur le modèle de son grand frère. Et donc ça, c'est ce que je peux dire. Mais à l'automne prochain, il y a un truc dont je peux pas parler pour l'instant. Et là, ça va taper, hein. Ça va taper sévère. Mais là, Ça cette fois, marche. je te le dirai pas. OK, bon, bah, écoute, voilà, on se retrouvera à ce moment-là pour en parler, puis c'est tout, qu'est-ce que tu veux? J'espère bien. Si, je peux te dire que c'est en rapport avec l'horreur, mais que c'est aussi en rapport avec le cinoche. C'est-à-dire que vraiment ce lien horreur et cinoche, c'est aussi vraiment quelque chose que j'ai envie de garder, en fait. Ça marche. Bon, eh beh, merci beaucoup et Bah, de puis, bah, je rien, te dis à merci à bientôt. toi. Très bonne journée, puis à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.